حماس غير مكترثين بقرارات الكابينة الإسرائيلي. אני רק רוצה שאת תהיי הקלה. כל כך רציתי להיות הקלה שלך, הדר. הבטחנו שנחזיר את השקט לתושבי ישראל, ואנחנו נמשיך לפעול עד שמטרה זו תושג. أكبر مجزرة صارت امبارح في رفح وعزلوا رفح عن كل غزة. Bonjour et bon réveil, merci d'avoir choisi i24 News et le Morning pour vous informer ce matin, 28e jour de l'opération Bordure Protectrice et voici ce qu'il faut retenir de l'actualité. Israël décrète une trêve humanitaire à partir de 10h ce matin. Les opérations de Tsahal devraient toutefois se poursuivre à l'est de Rafah. L'occasion de faire entrer des vivres, des médicaments et d'évacuer des blessés. Israël prévient, si le Hamas rompt la trêve une nouvelle fois, nous riposterons. Et c'est dans ce contexte que Tsahal poursuit le retrait de la majorité de ses troupes terrestres à Gaza, mais la confrontation semble loin d'être terminée. Le commandant de la zone nord du djihad islamique a été éliminé cette nuit et les frappes aériennes se poursuivent un peu partout dans Gaza. Les Palestiniens font état de plus de 100 morts hier et au moins 14 autres cette nuit, ce qui porte le bilan total côté palestinien à 1800 morts depuis le début de l'opération. Et malgré ces frappes, les tirs se poursuivent sur Israël hier. Plus de 120 missiles et obus de mortier sur l'ensemble du pays. Ce matin, la sirène a retenti dans le sud d'Israël. Binyamin Netanyahou déclare qu'Israël poursuivra de frapper les terroristes avec force jusqu'à restauration du calme. Les soldats réservistes restent eux mobilisés pour faire face à tout scénario. Dans le même temps, le Hamas et le djihad islamique sont au Caire pour des discussions qu'ils ont qualifiées de positives. Ils ont remis un document aux Égyptiens avec leurs exigences pour cesser les hostilités. Israël, qui ne participe pas à ces discussions, pourrait considérer un allègement partiel du blocus. Le djihad déclare « Nous entrons dans le dernier quart d'heure de cette guerre ». Enfin, indignation internationale après le bombardement d'une école de l'ONU à Rafah hier qui aurait fait au moins 10 morts. Barack Obama s'est dit consterné par un bombardement honteux. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, parle d'un scandale. Tsahal affirme qu'il s'agit d'une élimination ciblée de terroristes du djihad à proximité et non dans l'école de l'UNRWA. Merci d'être avec nous et on se dirige tout de suite vers la frontière entre Israël et la bande de Gaza où on retrouve Mathias Inbar. Alors l'info qu'il faut tout d'abord retenir ce matin, c'est cette trêve unilatérale humanitaire décrétée par Israël à partir de 10h. Quel est l'objectif ? Eh bien, selon l'armée israélienne, bonjour Barbara, c'est de permettre aux Palestiniens de pouvoir se rendre à nouveau dans leur maison, ce qui n'a pas été autorisé d'ailleurs par le Hamas jusqu'à présent. Mais l'armée israélienne invite tous les civils à pouvoir se rendre. Effectivement, il y a une seule zone qui n'est pas concernée par cette trêve humanitaire unilatérale. C'est toute cette zone de Kerem Shalom, Rafah et jusqu'à l'est de Khan Younes, là où se trouvent la plupart des troupes. Au moins 30% des troupes se trouvent sur place parce que l'un des tunnels offensifs n'est toujours pas détruit, celui qui sert au Hamas à pouvoir s'infiltrer en territoire israélien. En attendant, effectivement, vous l'avez dit, le Hamas n'a pas accepté cette trêve unilatérale, en tout cas humanitaire, et devrait sans doute continuer les tirs de roquettes ce matin. Il y en a eu sur Ashdod, Ashkelon et dans la région. Mathias, qu'est-ce que vous pouvez nous dire depuis la frontière? Est-ce que vous voyez sur l'état des troupes terrestres de Tsahal? On parle d'un retrait depuis plus de 24 heures, mais les frappes aériennes se poursuivent. Oui, alors il y a deux choses importantes à comprendre. Il y a ce repositionnement stratégique de Tsahal, effectivement, de l'armée israélienne. Les unités spéciales restent à l'intérieur de la bande de Gaza. On l'a vu, le commandant du djihad islamique a été tué hier, ainsi que le neveu
de Mahmoud al-Mabhouh, qui était en charge de l'établissement et de la modernisation des sites de rampement de lancement de roquettes, mais également effectivement ces tirs de l'armée de l'air et de l'artillerie qui continuent. Hier, 24 cibles ont été visées et l'armée de l'air qui continue comme elle le faisait avant l'incursion terrestre de l'armée israélienne à viser des cibles qu'elle juge stratégiques. Pour l'instant, eh bien, on a l'impression de revenir finalement à une situation avant l'incursion terrestre, à savoir à chaque fois que l'armée de l'air détectera des cibles potentielles, des cibles qu'elle qualifie de stratégiques, eh bien, elle interviendra. Merci beaucoup Mathias depuis la frontière. Nos premiers invités ce matin sont Simcha Epstein, merci d'être avec nous, vous êtes historien. Bonjour Cyril. Et bonjour à Jacques Neria, ancien officier des renseignements militaires israéliens. Quelle est la stratégie militaire d'Israël? On a du mal à la cerner. Est-ce qu'on est dans un retrait ou un redéploiement? C'est une très bonne question d'abord, et puis il faudrait, je dirais, être un génie pour pouvoir y répondre. Enfin, pas de réponse non plus. On essaiera. Écoutez, ce qui s'est passé, c'est un redéploiement d'abord des forces, il n'y a pas de retrait. De toute façon, Israël ne quitte pas la bande de Gaza. Il est très clair qu'on est en train de créer une ceinture de sécurité le long de la frontière. Il y aura des positions dominantes qui seront, je dirais, où les forces israéliennes seront déployées pour essayer de minimiser la friction avec les Palestiniens et de diminuer, je dirais, les possibilités d'atteinte de pertes humaines par les mortiers des Palestiniens. Dans le sud de la bande de Gaza, il est très clair que l'armée israélienne est toujours encercle toujours Rafah, tout simplement pour signaler et signifier que dans tout accord futur sur la base entre l'Égypte et les Palestiniens sur le passage de Rafah, Israël est partie intégrale de cet accord-là. On n'y aura pas d'accord entre Palestiniens et entre Hamas et l'Égypte sans l'intervention israélienne. Sans l'intervention et sans le maintien de troupes israéliennes à Rafah, dans Gaza? Alors, pour l'instant, comme on le voit, on se pose des questions. On dit pourquoi est-ce que les Israéliens se sont retirés? On s'est retirés tout simplement parce que on a atteint un certain seuil tout simplement où on le dépasse. C'est-à-dire on commence à attaquer les grosses bourgades pleines de population, ou bien on reste sur les lignes présentes. Les lignes présentes ne sont pas idéales pour l'armée, donc on se redéploie d'un côté. Ce qui veut dire, je dirais, du point de vue du Hamas, qu'il n'a pas à créer victoire. Le Hamas voulait commencer, je dirais, arriver au Caire avec les troupes israéliennes en dehors de la bande de Gaza, ce qui n'est pas le cas. Simcha Epstein, d'un point de vue politique, est-ce que vous avez l'impression que là, on est dans une situation un peu plus claire sur la politique, justement, qu'Israël est en train d'adopter? On parle ce matin, dans les rangs politiques, de deux canaux parallèles. La dissuasion, d'une part, qui reste maintenue comme un objectif, et puis un arrangement politique en parallèle. Traduction? Oui, il semble que Netanyahou a pris des décisions. La première, c'est évidemment de résister aux pressions qui viennent de son aile droite et de l'extrême droite, demandant la conquête de la bande de Gaza. Et d'autre part, il accepte le principe d'une sorte de coalition qui inclurait l'Égypte, qui inclurait aussi Abou Mazen d'une certaine manière, de façon à créer un système complet permettant de combiner dissuasion vis-à-vis du Hamas et en même temps règlement possible, partiel, de la question palestinienne. Mais une dissuasion, ça veut dire quoi d'un point de vue militaire pour le moment pour Israël? Les troupes restent sur place? Oui, les troupes restent sur place après avoir reculé et s'organisant d'une manière telle que d'abord elles doivent se protéger. C'est pas facile d'être... Il y a un problème de protection des troupes et d'autre part, il y a la possibilité et il y a la nécessité de répliquer très vivement à tout tir de roquette ou à tout tir de mortier qui serait effectué par le Hamas. C'est une situation assez peu stable, mais c'est gérable. Ça peut être géré. J'ajouterais que Israël, l'étape prochaine, donc nous sommes dans l'étape 3. L'étape 1, c'était les attaques par l'aviation. L'étape 2, donc on a avancé 1-2 km à l'intérieur. La troisième étape maintenant, je dirais, c'est que les chefs du Hamas doivent faire attention à leur tête.
Donc, Israël va y arriver à cette décision? Le ciblage je dirais, des leaders du Hamas militaire et aussi politique, c'est une éventualité qu'il faut prendre en considération. Et deux, je dirais on passe à une autre phase où les troupes d'élite, les troupes spéciales de Tzahal sont sur le terrain et commencent à s'activer d'une manière beaucoup plus, je dirais, israélienne que nous connaissons. Bon, il y a quand même un point d'interrogation, c'est comment va réagir le Hamas. Le Hamas déclare, on ne peut plus clairement, que tant que les soldats israéliens resteront dans Gaza, il n'arrêtera pas ses tirs. Est-ce qu'on n'est pas en train d'entrer dans une guerre d'usure? Le piège à éviter pour Israël, finalement. Écoutez, dans une guerre d'usure entre le Hamas, qui est complètement prise en tenaille entre l'Égypte et Israël, je dirais que les chances sont de notre côté, logiquement. Il lui reste plus ou moins 3000 missiles et roquettes. Donc, je dirais, ce n'est plus, je dirais, le dispositif qu'il avait au début de la guerre. Il a perdu plus de 10% de ses effectifs sur le terrain. Il a perdu des positions. Je dirais qu'il ferait très attention de ne pas trop provoquer Israël. Vous avez raison qu'il se peut qu'il y aurait un début de guerre d'usure, ce que Israël, naturellement, devrait éviter par des frappes assez massives aériennes et autres. C'est ce que souhaite le Hamas, à votre avis, Simcha Epstein, entraîner Israël dans cette guerre d'usure où on verra peut-être sur un long terme, tous les quelques jours, des alertes retentir ici et là? D'abord, le Hamas souhaitait entraîner Israël tout entier dans la bande de Gaza pour mener une guerre de guérilla. Ça a été évité par une juste décision du cabinet israélien. La situation actuelle sera moins grave du point de vue du degré d'implication d'Israël. Et donc, c'est une situation avec laquelle on peut vivre, bien que ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. Est-ce qu'un pays peut accepter décemment ce genre de situation? Non, c'est pas facile. Et, compte tenu du fait qu'il s'agit d'un conflit asymétrique, bien entendu, les résonances ne sont pas les mêmes des deux côtés. Il y aura aussi des pressions internationales. C'est pas facile à gérer. Il faut que ce soit mené conjointement avec un grand mouvement politique, avec la création d'une coalition politique impliquant nécessairement, il n'est pas sûr que le gouvernement soit tout à fait prêt à le faire, mais impliquant nécessairement aussi l'autorité palestinienne. Voilà, pour essayer de changer cette réalité par la voie politique. Allez, on va continuer de décrypter la situation grâce aux grands titres des journaux du Moyen-Orient ce matin. Cyril, on commence par les journaux israéliens qui reviennent sur le début de ce retrait unilatéral des troupes de l'armée israélienne. Oui, si vous voulez bien, on va démarrer tout de suite avec le quotidien Haaretz, sous cette photo des obsèques militaires du sous-lieutenant Hadar Goldin. Le journal de gauche annonce le redéploiement de la majeure partie des troupes israéliennes engagées dans la profondeur de la bande de Gaza. Alors ce n'est pas un retrait, objecte de son côté le Israël Hayom, mais c'est tout simplement un changement de position pour mieux se préparer à la poursuite de l'opération, nous dit le journal gratuit ce matin. Une chose est sûre, renchérit le Israël Hayom, Israël n'a aucunement l'intention d'accepter une guerre d'usure. Mais ce retrait, vous allez le voir, c'est pour Shimon Schiffer du Yediot Aharonot, un retrait qui mène vers nulle part. La grande plume du journal à grand tirage qui fustige ce matin les mauvais choix du Premier ministre israélien. Netanyahou, écrit Schiffer, a choisi de se retirer sans accord, sans victoire nette. Il a au contraire choisi de miner les Israéliens avec une guerre dont on ne connaît toujours pas la fin. Le roi Bibi, l'adulte responsable qui ne cesse de s'auto-féliciter depuis le début de l'opération, se révèle dans toute sa faiblesse en fixant des objectifs militaires difficiles à décrypter. Voilà pour Shimon Schiffer. Et je vous propose de découvrir à présent un avis contraire à celui de Shimon Schiffer, c'est celui de Yaakov Amidror. Il est ancien conseiller à la sécurité nationale de Binyamin Netanyahou. Et selon lui, le redéploiement est au contraire une mesure judicieuse qui va permettre de réduire les pertes des soldats d'un côté et d'offrir aux combattants israéliens un repos bien mérité en vue des prochaines missions qui leur seront confiées. Même son de cloche pour l'éditorialiste du journal, Dan Margalit. Pas de place pour la déception, écrit Dan Margalit, car le Hamas a été sévèrement frappé pendant l'opération. Alors justement, vous demandez sûrement quels sont à ce stade les acquis des deux belligérants. Eh bien, ce matin, le Yediot Aharonot nous propose, infographie à l'appui, un premier bilan des acquis du Hamas et d'Israël. Vous allez le voir, alors en bleu, les acquis israéliens, plusieurs milliers de cibles terroristes qui ont été visées par Tzahal, plus de 30 tunnels détruits, Israël qui a rétabli, selon le journal, partiellement sa force de dissuasion, détruisant des infrastructures civiles dans la bande de Gaza, et enfin le dôme de fer qui a permis d'éviter de lourdes pertes civiles israéliennes. Et côté Hamas, en rouge, quels sont les acquis? Eh bien, les voici. Le mouvement terroriste qui n'a cessé durant toute l'opération de tirer sur le territoire israélien, l'organisation du Hamas qui a également réussi à paralyser quelques jours l'aéroport israélien de Ben Gurion, et le Hamas
Hamas qui a placé des millions d'Israéliens à portée de feu de ces missiles. Et enfin, le Hamas qui a réussi à remettre le sort de la bande de Gaza à l'ordre du jour de la communauté internationale. Voilà donc pour un premier bilan provisoire, dirons-nous, de l'opération Bordure Protectrice. Voilà, parce que ce n'est pas encore fini. En attendant, il y a une délégation palestinienne est au Caire pour discuter une nouvelle fois d'un cessez-le-feu avec les Égyptiens. Et oui, des tractations en forme de monologue, puisque selon le Jérusalem Post, le quotidien israélien en langue anglaise, Israël a refusé d'envoyer une délégation au Caire après avoir fait porter au Hamas toute la responsabilité de l'échec d'un cessez-le-feu vendredi. Et selon un officiel israélien cité par le journal, les engagements du Hamas n'ont de toute façon aucune valeur. Et puis j'apprends en une du quotidien égyptien Shourouk que les factions palestiniennes exigeront 6 conditions pour un cessez-le-feu. Selon le journal, la délégation palestinienne est tombée d'accord dimanche sur 6 préalables. Primo, arrêt des bombardements et retrait immédiat des forces israéliennes de la bande de Gaza. Levée du blocus et augmentation de la zone de pêche. Troisièmement, annulation de la zone de sécurité imposée par Israël à la frontière de la bande de Gaza. Quatrièmement, annulation des sanctions imposées par Israël en Cisjordanie. Cinquièmement, reconstruction de la bande de Gaza par le gouvernement d'union palestinien en collaboration avec les Nations Unies. Et enfin, la tenue d'une conférence des donateurs avec la participation de l'Europe, des pays arabes, du Japon, de la Turquie, de la Russie et de la Chine. Voilà donc pour les préalables palestiniens à tout accord de cessez-le-feu. Et on termine, Cyril, par un papier du Yediot qui vous a fait sourire ce matin. Voilà une petite histoire qui m'a bien fait sourire, effectivement, avant de partir au front. Vous allez le voir, un officier de réserve israélien s'est vu confier par son fils, Jonathan, il a 2 ans à peine, un petit porte-bonheur. Ce sont 2 figurines sorties tout droit du film d'animation Madagascar. Vous avez reconnu certainement, c'est Sam le pompier et Alex le lion, le papa soldat, qui s'est prêté au jeu en photographiant sur le champ de bataille ces 2 super-héros. Il les a envoyés à son fils par Internet. Il les a même photographiés ici à l'entrée d'un tunnel du Hamas à Gaza. Ces petites figurines, a confié l'officier au journal Yediot Ahronot, me rappelaient là où j'étais, pourquoi et pour qui je me battais. Voilà, une image un peu surréaliste. Allez, un mot du ressenti de la population israélienne dans cette situation. À noter que selon un dernier sondage, 56% des Israéliens sont contre un retrait des troupes terrestres de Gaza. 73% des Israéliens estiment que la force de dissuasion israélienne n'a pas été rétablie. Et on voit bien un sentiment finalement de travail non achevé au sein de la population israélienne. Peut-être à juste titre, c'est le cas notamment dans la ville de Sderot, en première ligne des tirs. Reportage. Le marché de Sderot dans un jour presque normal. Il n'y a pas encore foule, mais quelques habitants profitent de l'accalmie pour faire des emplettes. Ici à Sderot, on est retourné à une certaine routine, même quand il y a eu de nombreuses salves de roquettes il y a 2-3 semaines. Mais la situation est encore effrayante. On est encore tendu et on n'est pas sûr, pas très sûr de ce qui va se passer. Dans cette petite ville du Negev, la sérénité n'est pas encore au rendez-vous. Sderot reste en alerte, comme l'illustrent ces secouristes appartenant à la défense passive, prêts à intervenir en cas de nouvelle chute de roquettes. La situation ne change pas vraiment. Parfois on parle de cessez-le-feu, parfois non. On ne sait plus qui croire ou quoi croire. C'est difficile de penser que tout ça est terminé. À chaque fois les tirs reprennent et ça recommence. Ce dimanche, la sirène antiaérienne a encore retenti. Dans ce boui-boui très populaire de Sderot, on rêve de lendemain meilleur. Le soutien aux opérations militaires de l'armée est total. Cette opération est bien menée, avec patience. Ici, on soutient cette action militaire. Il aurait fallu agir depuis longtemps à Gaza. Si ça ne s'était pas passé maintenant, allez savoir ce qui aurait pu se passer en septembre. À Sderot, la situation actuelle incite surtout à la prudence. L'expérience parle, celle d'une décennie passée sous la menace des roquettes palestiniennes. Ok, très bien. Voilà, un mot, Simcha Epstein, de ce ressenti de la population qui espérait peut-être plus de cette offensive. Oui, le ressenti est naturel et on comprend surtout autour de la bande de Gaza et à Sderot. D'un autre côté, le temps des grandes guerres courtes et victorieuses est terminé. Nous sommes rentrés dans un monde de guerre asymétrique face à un système terroriste, et d'ailleurs un système très coriace, très bien organisé. Il n'y a pas de victoire tranchée. Tout doit se négocier, tout doit s'organiser, et tout doit se gérer. Pas de victoire claire, c'est ce qu'on est en train de voir. Sur ce thème-là, écoutez, regardez, les Alliés ont bombardé la Yougoslavie, Sarajevo, pendant 3 mois.
20 000 immeubles détruits, 2 000 habitants tués pour arriver à un résultat. Nous sommes loin de ces résultats-là, mais je dirais que l'effet de l'après-confrontation sera ressenti, je dirais, dans les prochains jours. On se réveillera, on verra effectivement quels sont les dégâts sur le terrain. Les dégâts sont énormes pour les Palestiniens, pour Hamas. Il y a un compte à rendre envers la population et envers, je dirais, le peuple palestinien. Donc, le monde arabe est tout à fait contre. On le voit, on le sent dans les 6 conditions du Hamas. Il y a une condition qui n'existe pas. Les Égyptiens ont tenu à ce que le passage de Rafah ne soit pas mentionné là-bas. Il n'est pas mentionné. Donc je dirais, nous ne sommes pas dans une si mauvaise position. Naturellement, ce n'est pas la position extrême, la meilleure position que nous aurions voulu. Nous n'avons pas atteint les buts que le gouvernement, que M. Netanyahou a déclaré au début de cette guerre-là, rétablir le calme, mais cela pourrait se faire progressivement au fur et à mesure, je dirais, de la réalisation des dégâts et de l'intensité de l'opération israélienne. Pour vous, le Hamas a réellement été affaibli ? Effectivement, logiquement, je dirais, il a été affaibli. Je parle du point de vue militaire. Ces infrastructures donc d'attaque, ces 40 tunnels d'attaque offensifs, ce qu'on appelle les tunnels, ont été détruits, ou les derniers sont en cours d'être détruits. Je dirais, ces effectifs ont été touchés d'une manière très dure. Je dirais, il y a des unités entières qui ont été effacées. Dans tout combat entre les combattants du Hamas et les troupes israéliennes, Hamas a perdu. Donc nous comptons plus ou moins aux environs de 1000 combattants du Hamas qui ont été tués dans ces confrontations. Ce sont des chiffres de l'armée israélienne. Ce sont les chiffres de l'armée israélienne. Plus de la moitié des morts à Gaza seraient des terroristes ? Aux environs 50%, tout à fait. Tout à fait. Donc nous sommes dans une équation qui n'est pas favorable à Hamas. Il peut continuer à crier, c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. Ils vont crier que nous allons nous battre jusqu'au dernier soldat, jusqu'à la dernière goutte de sang. C'est l'attitude suicidaire de Mohamed Def qui dit que lui, pour eux, c'était le culte de la mort, alors que pour nous, c'était le culte de la vie. Donc le culte de la mort va continuer et qu'il faudra quelqu'un, je dirais, pour le calmer un tout petit peu. Alors ce quelqu'un, c'est sans doute les Égyptiens, c'est sans doute les Qataris et peut-être même les Turcs. Alors Simcha Epstein, vous le dites, et on le voit, il n'y a pas de victoire militaire claire malgré un affaiblissement du Hamas. Est-ce qu'on peut continuer de parler de retenue de la part d'Israël, de retenue militaire ? C'est ce que Binyamin Netanyahou prône depuis le départ. Et est-ce que c'était le bon choix finalement ? Écoutez, il y a un débat là-dessus, mais d'abord il faut rendre hommage au gouvernement qui a vraiment pratiqué une politique de retenue militaire. C'est-à-dire on a une force qui permettrait, bien entendu, de faire autre chose. On ne l'a pas fait pour plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons à ça, bien entendu. Ce n'est pas simplement la pression internationale, ce n'est pas simplement la volonté israélienne de ne pas trop frapper la population civile ou de la frapper au minimum nécessaire. Qui existe. Absolument, cette volonté existe. Elle impose des règles d'ailleurs aux combattants, elle impose des contraintes aux combattants. Mais il y a aussi d'autres facteurs. Il faut les comprendre. Il y a beaucoup de gens dans notre establishment, politique et militaire, qui considèrent qu'il vaut mieux un Hamas affaibli que pas de Hamas du tout. Que le vide créé par la disparition totale du Hamas serait beaucoup plus préjudiciable à Israël que ne l'est un Hamas affaibli. Ça, c'est le premier point. Il y a aussi des versions un peu moins sympathiques pour notre Premier ministre, qui consiste à dire qu'un Hamas est favorable à la politique de Netanyahou, qui consiste à dire on peut pas faire d'accord avec les Palestiniens. Il n'y a pas de partenaire. Donc ça c'est l'aspect moins sympathique, si vous voulez. Dans les deux cas, ça conduit à ne pas aller jusqu'au bout. Sans compter les autres contraintes, bien entendu. Israël aurait pu frapper plus fort. Jacques Naria, un haut gradé militaire, déclare hier que si l'armée en avait reçu l'ordre, eh bien, ils auraient réinvesti Gaza en 10 jours. Avec un si, on pourrait mettre Paris dans une bouteille. Donc tout cela, il faut être très, très modeste. Et je suis d'accord avec ce que notre collègue ici a dit tout à l'heure. Le gouvernement, dès le début, a décidé que le but de l'opération n'était pas d'évincer Hamas de son siège de gouvernement dans Gaza. Donc à partir de là, tout dérive. Donc si jamais on ne veut pas faire quitter
Hamas de la bande de Gaza. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le réduire, il faut le... Pourtant, l'objectif principal, et on l'a dit, n'a pas été atteint. Le calme n'est pas restauré dans le sud d'Israël. Alors, à mon avis, ça viendra au fur et à mesure de la réalisation des dégâts. Il faudra quand même commencer à reconstruire Gaza. Pour reconstruire Gaza, il faut qu'il y ait un calme. On ne peut pas reconstruire Gaza sous les obus israéliens. On ne peut pas reconstruire Gaza en continuant à lancer des missiles. Pour reconstruire Gaza, recevoir l'argent, vous savez, l'argent est très peureux. L'argent des donateurs est très peureux. On ne mettra pas de l'argent dans Gaza si jamais la situation est telle qu'elle est aujourd'hui. Donc il faudra qu'un calme se rétablisse. Il y aura, je dirais, un certain temps pour trouver, je dirais, la mesure de calme entre nous et Hamas. Ça prendra un certain temps, mais en fin de compte, nous arriverons là. Ce qui reste aussi ouvert, c'est cette question des tunnels. Israël s'est lancé dans cette guerre pour atteindre cet objectif, éradiquer la menace des tunnels. Est-ce qu'on peut dire que si Israël s'arrête maintenant, c'est parce qu'il n'était pas assez préparé à lutter en profondeur et de façon totale contre ces tunnels, qu'il n'était pas préparé à faire face à cette guérilla souterraine? Non, la question de la préparation ou de la non-préparation porte sur avant et pas sur maintenant. Maintenant, il est clair que d'abord une bonne partie de ces tunnels qui sont une espèce de sous-marins absolument impressionnants et effrayants, c'est impressionnant par la volonté que ça traduit et effrayant pour la population qui est menacée. Maintenant, il est clair que les moyens vont être mis, y compris les moyens technologiques, y compris les moyens militaires vont être mis pour... Est-ce qu'on est sûr de ça, Simcha Epstein? De la possibilité... Ce ne sont pas des slogans aujourd'hui politiques et militaires pour calmer la population? Qu'un investissement très important en moyens et en recherche va être fait, je crois que c'est sûr. Ça pourra prendre plusieurs années. Écoutez, personne ne croyait au début au dôme de fer. Notre ami, mon ami personnel Amir Peretz a été pris pour un clown à l'époque. On disait que c'était tout simplement des illusions, qu'on pouvait intercepter des missiles en l'air. Et la preuve est là, le dôme de fer est là. Donc avec un peu d'investissement et je dirais de matière grise que nous avons ici en quantité, nous arrivons en fin de compte à créer un système pour pouvoir déceler à temps ces tunnels. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est que la déclaration politique qui a été émise par Israël ces derniers temps, que nous n'accepterons plus le cas où il y aurait, on commence à creuser des tunnels et qu'Israël ne réagisse pas. Ça sera immédiatement une action... Sur le long terme, même si le calme est restauré. Même si le calme est restauré, si jamais c'est une activité militaire contre Israël, il y aura une réaction là-dessus. Alors sur ce système quand même qu'Israël est en train de développer, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que ces tunnels seront détectés seulement en territoire israélien, c'est-à-dire quand ils seront terminés d'être construits? En territoire palestinien, c'est très facile de détecter cela parce qu'il y a des changements dans le terrain. Il faut prendre la terre qui est prise dans les tunnels souterrains et l'éparpiller. Donc, à partir du moment où vous prenez des couches souterraines, une autre terre, il y a une différence de couleur. Donc, dans les photos aériennes, on le voit immédiatement. Ce sont des capteurs, des senseurs. Un simple analyste qui regarde une photo aérienne vous dira ici, ils ont creusé un tunnel, ici, il y a une terre nouvelle, donc quelque chose de louche. Le problème, c'est de savoir où est-ce que ça mène. Et là, donc, le système, ce sera principalement un système de détection protecteur sur la frontière israélienne. Donc, sur des hydrophones, des tas de, je dirais, de matières technologiques qui vont nous aider. On doit s'arrêter là, Simcha Epstein. On vous retrouve dans 2 petites minutes. Merci beaucoup, Jacques Naria, d'avoir été avec nous ce matin. Merci d'être avec nous ce matin, 28e jour de l'opération Bordure Protectrice. Et voici ce qu'il faut retenir de l'actualité. Israël décrète une trêve humanitaire unilatérale à partir de 10h ce matin. Les opérations de Tsahal devraient toutefois se poursuivre à l'est de Rafah, à l'occasion de faire entrer des vivres, des médicaments et d'évacuer des blessés. Et c'est dans ce contexte que Tsahal poursuit le retrait de la majorité de ses troupes terrestres à Gaza, mais la confrontation se poursuit. Le commandant de la zone nord du djihad islamique a été éliminé cette nuit et les frappes aériennes se poursuivent un peu partout dans Gaza. Les Palestiniens font état de plus de 100 morts hier et au moins 14 autres cette nuit, ce qui porte le bilan total à 1800 morts côté palestinien. Et malgré ces frappes, les tirs se poursuivent sur Israël. Hier, plus de 120 missiles et obus de mortier sur le pays. Ce matin, la sirène a retenti dans le sud du pays. Benyamin Netanyahou déclare qu'Israël poursuivra à frapper les terroristes avec force jusqu'à restauration du calme.
Et puis à noter que le Hamas et le djihad islamique sont au Caire en ce moment pour des discussions qu'ils ont qualifiées de positives. Ils ont remis un document aux Égyptiens avec leurs exigences pour cesser les hostilités. Israël, qui ne participe pas à ces discussions, pourrait considérer un allègement partiel du blocus. Le djihad déclare: nous entrons dans le dernier quart d'heure de cette guerre. Enfin, indignation internationale après le bombardement d'une école de l'ONU à Rafah qui aurait fait au moins 10 morts hier. Barack Obama s'est dit consterné par un bombardement honteux. L'ONU parle de scandale. Tzal affirme qu'il s'agit d'une élimination ciblée de terroristes du djihad à proximité et non dans l'école de l'UNRWA. Voilà, et on se dirige tout de suite vers la ville d'Ashdod où on retrouve Léa Volbert, cette ville d'Ashdod dans le sud du pays. Léa, quelle est la situation? L'alerte a retenti ce matin. Oui, effectivement, je me trouve, comme vous l'avez dit, dans cette ville d'Ashdod, précisément devant la mairie d'Ashdod, cette ville du sud d'Israël, comme vous l'avez dit, qui se trouve à seulement 30 km de la frontière de la bande de Gaza. Elle fait donc partie de ces villes particulièrement exposées aux tirs de roquettes, et plus particulièrement ces roquettes Grad qui ont une portée d'au moins 45, qui vont jusqu'à 45 km et qui sont énormément utilisées par le Hamas. Comme vous l'avez dit, les sirènes ont retenti une fois ce matin aux alentours de 6 heures, une roquette qui a été interceptée par le système Dôme de fer sans faire aucun dégât ni blessé. Hier, elles ont également retenti plus de 3 fois. Merci beaucoup Léa Volbert. Simra Epstein est toujours avec nous, historien israélien. Merci d'être là. Et nous avons le plaisir d'accueillir Ali Waked, notre spécialiste du monde arabe. On va continuer avec vous de décrypter la situation, mais on commence tout de suite par les grands titres de la presse étrangère ce matin. Betsabé, les médias parlent surtout de ce bombardement hier dans l'école de l'UNRWA. Effectivement, condamnation, indignation générale des médias qui ont été pas mal alimentés par plusieurs déclarations du monde entier. Nouveau bain de sang à Gaza, titre Le Point. C'est la formule employée par le président du Conseil de l'Union européenne, Herman Van Rompuy. Le bain de sang doit cesser, avait-il dit. Déclaration formulée au nom des 28 membres de l'Union européenne. Le Point qui reprend cette autre formule, bombardement inadmissible, c'est signé François Hollande, donc le président de la République française, pour accabler un peu plus Israël. RFI précise que selon un porte-parole de l'ONU qui a été cité par la chaîne américaine CBS, l'armée israélienne connaissait très bien la localisation de cette école à Rafah, école qui abrite, on le rappelle, environ 3000 réfugiés palestiniens. Les Nations Unies auraient communiqué 33 fois au gouvernement israélien les coordonnées géographiques de l'établissement, la dernière fois près d'1 heure seulement avant la frappe. C'est ce que souligne RFI. RFI qui raconte même cette scène, reprenant la description de l'envoyé spécial de France Info, Étienne Monin. Il était 11h40, heure française, lorsqu'un obus s'est abattu devant l'école de Rafah, devant le portail bleu sur la route. On voit l'impact de ce tir et des traces de sang qui sont sur le bitume et dans l'école. Et puis façon d'affirmer qu'Israël ne compte pas s'arrêter là. Le Time y met du sien aux États-Unis. Les États-Unis d'ailleurs qui condamnent l'attaque de Gaza, tandis que pour Israël, la bataille continue. C'est le titre du Time. La bataille continue, c'est la formule utilisée par Tzahal pour avertir les habitants de Gaza qu'ils doivent rester dans les refuges qu'ils ont trouvés. Voilà, Betsabé, on parle aussi ce matin de cette trêve humanitaire qu'Israël a décrétée ce matin à partir de 10h jusqu'à 17h. Très peu, on en parle très peu de cette trêve, on parle surtout de l'école. La Deutsche Welle quand même s'est penchée sur cette trêve, cessez-le-feu donc de 7 à 14h en temps universel. La Deutsche Welle qui explique que le but c'est de faire parvenir aux Palestiniens de Gaza de l'aide humanitaire et aussi de permettre aux Gazaouis déplacés de pouvoir revenir chez eux pour en tout cas une partie d'entre eux. Et puis cette remarque, l'armée ne qualifie plus ces mouvements à Gaza de retrait mais de redéploiement à Tzahal. Ce redéploiement, c'est ce qu'explique aussi le Figaro avec un reportage de l'envoyé spécial du Figaro à Rafah. Le titre, Rafah sous les bombes, Tzahal se redéploie. Alors le début de l'article est assez évocateur. Du reste, le cabinet dentaire de l'hôpital koweïtien situé dans le centre de Rafah a été converti en morgue de fortune. Dans la salle d'attente, 3 enfants sont étendus à terre, enveloppés dans un linceul blanc sur lequel on peut lire
inconnu. Un hôpital donc privé qui a été réquisitionné à Rafah où un déluge d'artillerie, écrit le journaliste, a été tiré depuis vendredi. On rappelle que l'armée craignait donc l'enlèvement d'un soldat. Cette attaque est selon le Figaro assurément l'une des plus meurtrières depuis le début de l'opération Bordure Protectrice. Le quotidien qui ajoute les deux belligérants s'en renvoient la responsabilité sans pour autant trancher. Voilà, et puis on termine par cette caricature antisémite dans un journal australien qui avait fait pas mal de bruit, le journal qui avait publié ses excuses. Alors, il s'est excusé, effectivement. Le journal, l'info a été soulignée par le Daily Mail ce matin aux petites heures. Dessin qui avait été montré même par les médias israéliens. On s'en souvient, un dessin antisémite signé Glenn Lelièvre. Il avait été publié le 26 juillet par le Sydney Morning Herald avec un long édito sur l'opération à Gaza. Un homme juif, donc, bien installé dans son fauteuil et qui contemple le drame qui se déroule à Gaza. Alors le Morning Herald s'excuse mais précise néanmoins que ce dessin en fait a été se baser sur des photos qui étaient bien réelles, celles d'Israéliens contemplant la scène gazaoui. Des exemples de ces photos ont d'ailleurs été tweetés ce matin par l'éditorialiste concerné. Voilà, c'est ce que vous voyez par exemple à l'écran où on voit des Israéliens qui regardaient ce qui se passe donc à Gaza assis. Voilà, on en a parlé déjà. Avant de terminer, je vous propose de parler très rapidement de Marine Le Pen, qui est citée par le Monde. Le Monde qui explique pourquoi Marine Le Pen, donc du président du Front National, s'est invité dans le débat sur la dissolution de la LDJ. Le quotidien rappelle la déclaration de jeudi dernier. S'il y a une ligue de défense juive, c'est qu'un grand nombre de juifs se sentent en insécurité en France. C'est ce que Marine Le Pen avait déclaré. Alors le Monde explique une argumentation qui en fait n'est pas si inattendue que cela pourrait sembler, mais qui plutôt satisfait ce but du Front National de se dédiaboliser. Et le deuxième message qu'il faut bien comprendre de la part du Front National, c'est que c'est le parti de la sécurité, explique Le Monde, un parti qui par contre est le rempart contre l'antisémitisme islamique, c'est ce que veut faire croire Marine Le Pen. Simra Epstein, vous êtes également un grand spécialiste de l'antisémitisme. D'abord un mot sur ces positions de Marine Le Pen ? Bon, c'est pas étonnant, mais je veux dire quelques mots sur le problème de fond. La LDJ, c'est une organisation extrémiste, d'extrême droite, c'est vrai, pas sympathique du tout sous énormément d'aspects. Mais c'est pas par hasard que c'est précisément l'organisation de défense juive ou l'organisation qui prétend défendre les juifs qu'on veut interdire. Il y a en France des zones entières d'insécurité, il y a des zones de violence dirigées contre les juifs, des zones de violence dirigées contre les musulmans modérés, des zones de violence dirigées contre les Français en général. La police n'y entre pas, on n'interdit personne. Et on choisit précisément cette petite organisation avec laquelle on peut certainement ne pas être d'accord du point de vue idéologique, mais qui est simplement une organisation qui prétend, elle ne le fait pas, mais qui prétend défendre les juifs. Et là, c'est significatif. Alors, Ban Ki-moon a condamné cette nuit l'antisémitisme fulgurant un peu partout dans le monde. Est-ce que pour vous, Simra Epstein, l'Europe est en train de renouer avec un déjà-vu que tout le monde aimerait éviter ? Nous sommes en train de traverser une crise antisémite grave. On est encore très bas sur l'échelle des possibles. Je dis ça, on a eu d'autres soubresauts anti-juifs dans les années 80, au début des années 2000 avec la deuxième intifada. Donc, les rhétoriques catastrophiques ne sont pas de mise. Ceci dit, c'est vrai qu'il s'agit d'une vraie crise antisémite. C'est vrai. Un dernier mot sur cet antisémitisme. Il part des opinions publiques, à l'exception peut-être d'un dirigeant, d'un gouvernement, c'est le gouvernement turc. Erdogan a remis le couvert. Hier, il parle de génocide à Gaza. Il dit qu'Israël est un régime nazi qui tue les mères et les enfants pour stopper la natalité, finalement, pour éradiquer le peuple palestinien. Qu'est-ce que vous en pensez de cette déclaration ? C'est à la fois effroyable et grotesque. C'est un vrai conflit, il y a des morts. Erdogan en fait un génocide. Je rappelle que la Turquie n'a jamais reconnu, n'a jamais accepté de reconnaître publiquement le génocide arménien. Il y a 1 500 000 Arméniens qui ont été tués par les Turcs et Erdogan continue cette tradition turque qui consiste à dire c'est pas vrai, c'est un mensonge anti-turc. Donc quand il s'agit d'1,5 million, Erdogan dit il n'y a pas de génocide. Quand il s'agit malheureusement, mais d'un chiffre beaucoup plus limité de civils qui ont été tués, soudain il s'agit d'un génocide. Ça relève du grotesque. On retrouve Mathias Inbar à la frontière entre Israël et la bande de Gaza pour revenir ici sur ce conflit qui est en train de se jouer au Proche-Orient. Mathias, un mot du positionnement des troupes israéliennes. Alors on le voit depuis 24-48 heures, un cordon sécuritaire, une zone tampon qui est en train d'être créée par les soldats de Tsahal.
Oui, une zone tampon qui a commencé quasiment depuis jeudi soir. Alors, je me suis entretenu avec l'un des hauts responsables de l'armée qui était commandant d'une unité spéciale dans le sud Liban. Et il me disait que ce terme de zone tampon est plutôt politique. Il y a plusieurs objectifs. Tout d'abord, militaire. Eh bien, cette zone tampon est destinée aux soldats à se retirer et à marquer une zone de non-confrontation directe avec ce qu'ils qualifient d'ennemis, en l'occurrence pour la bande de Gaza, le Hamas et le djihad islamique, et de passer finalement d'une position de défense à une position d'attaque en cas d'infiltration, de tentative d'attentat. Donc ça, c'est un objectif positif. En revanche, il y a également la contrepartie, me disait-il, c'est que effectivement, comme je le disais, il y a une qualification politique à cette zone tampon. L'armée israélienne et n'importe quelle armée dans le monde, me disait-il, n'aime pas cette zone tampon, tout simplement parce que c'est une décision qui a été prise par le volet politique, par l'échelon politique, et pour ne pas employer le terme de retrait total. Ils sont donc dans un retrait partiel et ne savent pas où se placer. Ils sont dans une position quasiment statique et donc peuvent être éventuellement également là aussi, comme s'ils étaient à l'intérieur d'un territoire ennemi, eh bien sous le feu et en ligne de mire directe d'éventuels snipers par exemple. Merci Mathias. Alors on le voit, hein, les forces restent présentes, prêtes à intervenir à tout moment. C'est la solution militaire qui a été adoptée par Israël. Israël qui a pris une décision ferme. Il arrêtera ou poursuivra son opération selon ses termes et ses propres conditions. Une solution déjà adoptée, il faut le rappeler, en 2009 après l'opération Plomb Durci, mais qui n'a pas permis de restaurer le calme sur la durée dans le sud et le centre d'Israël. Le plus dur reste donc à faire. Et pour changer cette réalité, tout le monde est d'accord là-dessus, il faudra passer par un accord politique. Alice, cette solution politique, elle est en train de s'installer séparément. Le Hamas d'un côté, Israël qui reste en attente de l'autre. En tout cas, on discute au Caire. Comment ça avance ? Bon, ça avance pas dans le rythme que tout le monde espérait, mais il ne faut pas oublier au Caire, ceux qui sont importants sont ceux qui sont absents, Barbara. Gaza est absent soit par la représentation politique du Hamas et bien entendu par la représentation de la branche militaire du Hamas. Et on a vu, là on parle d'une trêve humanitaire qui peut être commencée à 10h du matin. On se souvient qu'est-ce qui s'est passé quelques minutes avant ou après le cessez-le-feu vendredi matin quand Israël a annoncé un cessez-le-feu. Officiellement, le Hamas se laisse savoir qu'il n'est pas que cette décision unilatérale d'Israël ne va pas avoir aucun impact sur son activité militaire, mais le Hamas sera attentif aussi à ce qui se passe au Caire. Donc la position ou les réactions du Hamas seront interprétées par le niveau de redéploiement israélien et l'activité anti-tunnel qui sera menée par l'armée israélienne, mais de l'autre côté par le rythme et le niveau de progrès qui peut être fait ou ne pas fait en Égypte. Le Hamas, sa branche militaire, pourrait cesser les hostilités. Vous savez, Barbara, ce matin, j'ai lu que les titres des grands journaux en Israël, c'est que M. Netanyahou se bat pour son avenir ou il se bat pour le lendemain. Et c'est d'ailleurs la situation du Hamas se préparer pour le lendemain, au moment où la population palestinienne va commencer à poser les questions de l'autre côté, d'un côté, et de l'autre côté, la répartition des forces au sein de la société palestinienne. Qui sera responsable de la reconstruction de la bande de Gaza? Est-ce qu'il y aura un monopole des armes à la bande de Gaza représenté par l'autorité palestinienne? Est-ce que le Hamas va céder? On va y revenir, mais pour le moment, en tout cas, le Hamas a proposé un document aux Égyptiens où il lui fait part de ses conditions pour cesser les hostilités. Est-ce qu'Israël, à votre avis, qui ne participe pas à ces discussions, pourrait quand même être attentif à ces demandes? Attentif, oui, mais pas les accepter, non. Précisément, toute la stratégie israélienne a consisté et consiste précisément à empêcher le Hamas d'obtenir ce qu'il cherche, ce qui n'empêche pas qu'il y a peut-être d'autres solutions possibles, et ce qui n'empêche pas qu'il y a peut-être d'autres possibilités qui permettent, par exemple, d'améliorer la situation de la population palestinienne et du peuple palestinien, sans pour autant renforcer le Hamas. Il y a d'autres options. Pour ça, il faut
faut bien entendu réfléchir. Pour ça, faut être créatif. Et il ne faut pas oublier que l'autorité palestinienne peut jouer un certain rôle dans ce processus. Alors, justement, oui, les points représentés par la délégation palestinienne qui a adopté la quasi-totalité des conditions du Hamas sont durs à être avalés et par le régime égyptien, mais aussi par Israël. Le cessez-le-feu, c'est vrai, il figure à la tête de la liste de demandes du Hamas et de la délégation palestinienne, mais le cessez-le-feu est une petite partie dans une série de demandes. Série de demandes. Levée totale du blocus. Libération des prisonniers, création d'un port maritime, la reconstruction du port, de l'aéroport de Rafah. Donc toute une série de défenses qui n'a rien à faire avec les arrangements sécuritaires qui figurent à la tête de la priorité des Égyptiens et des Israéliens. Et une petite remarque sur le fait qu'Israël n'est pas présente au Caire. Israël est en contact permanent avec les Égyptiens, en coordination totale avec le côté égyptien. Israël est tout le temps derrière les coulisses, même quand il y a... on pense que les négociations sont égyptiens-palestiniens. Et est-ce que vous pensez que ça peut avancer, qu'elles peuvent être reçues, ces demandes, alors qu'on sait la position extrêmement ferme des Égyptiens à l'égard du Hamas et pour le moment le non-dialogue des Israéliens? La grande question, c'est est-ce que le Hamas pourra vivre avec les conditions et les prix que seront prêts à payer les Égyptiens. Pour le moment, les Égyptiens ne voient aucun scénario dans lequel le Hamas fasse partie d'un arrangement sécuritaire. Maintenant, si dans cet arrangement au Caire, le Hamas se voit garanti que ces 40 000 fonctionnaires soient payés. Par qui ? Par la Ligue arabe, par les pays arabes, par l'Arabie saoudite, le Qatar, je ne sais pas quoi, mais il ne faut pas oublier qu'une des raisons pour laquelle le Hamas s'est vu obligé de rentrer dans ce round de confrontation, c'était le fait que l'autorité palestinienne n'a pas pu payer les salaires de 40 000 fonctionnaires. Le Hamas a accusé Israël qu'il a arrêté, qu'il a bloqué le transfert d'argent qui devait venir du Qatar. Donc est-ce que le Hamas sera prêt à vivre avec l'arrangement que les Égyptiens présentent? Les calculs du Hamas, les calculs entre la branche armée et la branche militaire, les calculs au sein des deux branches vont avoir l'impact le plus important, le plus significatif sur le sort de ces négociations au Caire. Est-ce que le levier, la clé pour débloquer tout arrangement sera forcément le président palestinien? C'est pas la seule clé, mais il y a un ensemble, si vous voulez. L'Égypte fait partie, l'attitude israélienne fait partie, le président palestinien fait partie. Oui, il n'est pas la clé, disons, il fait partie il fait pas partie simplement de ce qui nous permettrait de débloquer la situation actuelle. Il fait partie aussi d'un arrangement, je ne parle pas d'une paix bien entendu, mais je parle d'un arrangement éventuel sur le moyen terme. Vous voyez. Donc Israël doit en tenir compte. C'est pas sûr que tout le monde à la direction du gouvernement israélien soit prêt à le faire, mais Israël devrait en tenir compte. Barbara, on sous-estime ici en Israël l'enjeu régional aussi. Par exemple, cette alliance d'intérêts entre Israël et l'Arabie saoudite, qui peut aussi avoir un impact sur le Hamas, qui lui, il est sous sponsorship du Qatar. Et le Qatar qui... le Qatar, les médias soutenant le Hamas au monde arabe lancent une campagne très dure contre la position de l'Arabie saoudite, accusant l'Arabie saoudite de faire partie de cette guerre menée par Israël contre le Hamas, contre la bande de Gaza, d'avoir garantir cette couverture internationale, cette enveloppe internationale qui permet à Israël de continuer ses opérations contre la bande de Gaza. Donc aussi cet équilibre de force, cet équilibre d'intérêt au sein de la région entre les pays arabes, surtout entre le Qatar et l'Arabie saoudite, va influencer aussi la position du Hamas. Sur le président palestinien, est-ce que le Hamas accepterait de partager avec le Fatah le monopole du pouvoir qu'il détient jalousement depuis 7 ans à Gaza?
Officiellement, le Hamas a renoncé à son gouvernement à la bande de Gaza il y a 2 mois. Il a accepté que le gouvernement des technocrates soit présent à la bande de Gaza et gère les affaires de la bande de Gaza. Mais c'est vrai que dans cet accord d'union palestinienne, le Hamas a demandé de reporter au plus tard la discussion sur le sort de la branche armée du Hamas. Il ne faut pas oublier de l'autre côté la campagne immense que mène l'armée égyptienne contre les tunnels, 1500 tunnels qui ont été détruits par l'armée égyptienne. Donc il y a 2 processus qui commencent. Une discussion au sein de l'autorité, au sein de la société palestinienne sur l'armée, sur les armes du Hamas, pareil à la même discussion que se passe au Liban sur les armes du Hezbollah. Les armes du Hamas sont plus consensuelles auprès des Palestiniens. On va revenir, Ali, sur cette question interpalestinienne dans un instant. Je voudrais juste finir là-dessus, Simcha Epstein, sur cet accord global régional qui est en train peut-être d'adopter Israël. Binyamin Netanyahu, on le rappelle, a parlé d'un accord régional avec des liens exceptionnels créés avec certains interlocuteurs au Moyen-Orient. On comprend bien le rôle qu'est en train de jouer l'Égypte, mais également le président palestinien. Et celle qui pousserait à cette solution, c'est Tzipi Livni, qui était en charge des négociations. Ça veut dire qu'elle le fait dans l'espoir de renforcer le président palestinien pour relancer un réel dialogue politique? Oui, absolument. Mais si vous voulez, le gouvernement israélien est partagé et Netanyahou est au milieu et il essaye de gérer un gouvernement dont une partie ne veut pas. Pour des raisons évidentes, pour des raisons idéologiques, et une autre partie voudrait certainement promouvoir des négociations et éventuellement un arrangement. Et donc, il y a là une crise. Est-ce que c'est une occasion pour relancer le processus de paix? C'est une occasion. Pour Netanyahou, c'est pas facile, et c'est là que s'exprime la solitude des chefs, si vous voulez, la solitude des chefs d'État. Lui-même est partagé intérieurement entre ces 2 directions, et puis il est partagé avec son gouvernement. Son propre parti ne le soutient pas, ou simplement une partie de son parti le soutient. C'est pas facile. Barbara, c'est vrai que le dossier iranien aussi rapproche Israël avec l'Arabie Saoudite, mais sans un processus de paix sérieux, cet axe risque de s'effondrer, surtout Israël et l'Arabie Saoudite. Alors voilà pour cette nouvelle stratégie israélienne, cet axe politique. Cependant, le Hamas, on le sait, reste toujours imprévisible, notamment, Ali, vous l'évoquez, à cause de ces divisions internes. Les branches politiques et militaires du mouvement ne voient pas les choses de la même façon. On s'arrête un instant sur l'homme aux 9 vies. Mohamed Deif, c'est le chef du bras armé du Hamas, son portrait signé Alexandre Leduc. Mohamed Deif al-Masri, connu également sous le nom d'Abou Khaled, est né il y a 49 ans à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Il a survécu à 3 tentatives d'élimination ciblées par Israël, notamment en 2002 où il a frôlé la mort. Une attaque qui l'a laissé partiellement paralysé. Cette tentative d'élimination est la dernière fois que Deif a été aperçu en public. Depuis, il ne délivre que des messages audio et vidéo, sans dévoiler son visage. Deif est l'un des idéologues de la campagne d'attentats suicides, une tactique qui a permis au Hamas de passer d'un groupe terroriste utilisant couteaux et armes de petit calibre à l'une des factions les plus dangereuses de la région, à l'instar du Hezbollah. Durant la première intifada à la fin des années 80, Deif était emprisonné dans les geôles israéliennes. Et dans les années 90, il a grimpé les échelons de l'organisation, planifiant le kidnapping de Nachshon Waxman, ainsi que des attentats de grande envergure. En 1996, après l'élimination de l'ingénieur du Hamas Yehia Ayash, Deif est devenu son successeur. L'un de ses derniers messages enregistrés et transmis à Israël l'a été peu de temps après le désengagement israélien de la bande de Gaza. Vous aviez l'habitude de dire entre vous « va à Gaza » comme « va en enfer ». Et aujourd'hui, vous quittez Gaza car il représente l'enfer. Demain, nous ferons de la Palestine entière l'enfer pour vous. Jusqu'à ce jour, Deif est considéré comme une véritable légende par les personnes louant son combat. Selon des sources internes au Hamas, il n'existe pas de meilleur expert en attentats que Deif. Il peut sans carte ni photographie planifier mentalement ses attaques, ce qui fait de lui l'un des plus dangereux terroristes de l'organisation. Ali, vous êtes un grand spécialiste du Hamas. Est-ce que les dissensions entre branches armées et politiques vont être cruciales, déterminantes dans la suite des événements ?
Ils peuvent être surtout que là, les Iraniens ont fait savoir qu'ils seront prêts à passer au-delà des différences qui ont été entre l'Iran et le Hamas concernant la crise syrienne, à réarmer le Hamas et surtout à aider la branche armée du Hamas de se réarmer aussi en Cisjordanie, qui est un important élément pour le Hamas. Et quand le Hamas y voit la position de l'armée égyptienne, la campagne contre les tunnels et les autres canaux de passage entre le Sinaï et la bande de Gaza, la Cisjordanie peut former pour le Hamas un nouveau terrain d'action. Si les sponsors iraniens sont sérieux dans leur déclaration, ça peut susciter une division au sein du Hamas qui espère voir le financement du Hamas, de l'Iran revenir pour remplir ses caisses, parce que l'argent du Qatar, le Qatar a fait savoir que son argent ne peut pas financer aucune activité militaire et même politique du Hamas. Le Qatar a financé des projets à la bande de Gaza, mais des projets qui ne rentraient pas directement dans les caisses du Hamas. Vous parlez de la Cisjordanie, des ambitions du Hamas en Cisjordanie. Est-ce que, voilà pour sa branche armée, mais est-ce que politiquement, finalement, le Hamas politique souhaite reprendre le contrôle de l'entièreté de la Palestine? Est-ce que Khaled Meshal se voit futur président de l'autorité palestinienne? Khaled Meshal se voit le chef du peuple palestinien, et c'est pas l'exprès que je dis pas le chef de l'autorité palestinienne ni le chef de l'État palestinien, le chef du peuple palestinien, parce que dans l'agenda du Hamas, la Palestine est un petit morceau dans cette région que les frères musulmans espèrent voir sous uni, sous un seul chef, éventuellement un califat, bien sûr. Et donc le Hamas il se bat aujourd'hui sur le terrain contre l'armée israélienne, mais il se bat sur son agenda, sur son identité politique, voire sur son existence politique. Voilà, et c'est sur son avenir qu'il joue ses dernières cartes en ce moment. Merci beaucoup à tous les deux pour vos analyses. Merci Betsabé. On se quitte pour un nouveau point sur l'actualité. On se retrouve juste après. حماس غير مكترثين بقرارات الكابينت الإسرائيلي. אני רק רוצה שאת תהיי הקלה. כל כך רציתי להיות הקלה שלך, הדר. הבטחנו שנחזיר את השקט לתושבי ישראל, ואנחנו נמשיך לפעול עד שמטרה זו תושג. أكبر مجزرة صارت امبارح في رفح، وعزلوا رفح عن كل غزة. C'est le morning, merci d'être avec nous sur i24 News. Alors, vous le savez, dans moins d'une heure, Israël a décrété le lancement d'une trêve humanitaire unilatérale dans la bande de Gaza, ce qui devrait permettre de laisser rentrer des vivres, des médicaments, d'évacuer également des blessés. Mais pour l'heure, le Hamas poursuit ses tirs. Léa Volbert, c'est ce que vous nous confirmez. Vous êtes dans la ville d'Ashdod. Oui, effectivement, je me trouve précisément devant la mairie de cette ville d'Ashdod, située dans le sud d'Israël, et donc particulièrement exposée aux tirs de roquettes du Hamas. Nous sommes ici à seulement 30 km de la frontière de la bande de Gaza. Les alertes rouges aux roquettes viennent quotidiennement, presque quotidiennement, rappeler aux habitants d'Ashdod la menace qui plane tout près d'eux. Comme vous l'avez dit, ce matin encore, une roquette a été tirée ici sur Ashdod. Elle a été interceptée par le système antimissile Dôme de fer. Hier
hier, 3 autres roquettes ont été tirées depuis le début de l'opération Bordure Protectrice. Le 8 juillet dernier, ce sont pas moins de 223 roquettes qui ont été tirées sur cette ville d'Ashdod, ce qui laisse imaginer les pertes humaines civiles si le système antimissile Dôme de fer n'était pas là pour protéger la population israélienne. Merci beaucoup Léa Volbert. Et il est temps de dire bonjour à nos invités en plateau. Maurice Fergan, merci d'être avec nous, rédacteur en chef i24 News. Dror Even-Sapir, notre spécialiste politique. Pourquoi Israël réinstaure ces trêves humanitaires qui, à chaque fois, sont rompues pour le Hamas? On en est à la 6e ou à la 7e. Oui, et puis elle vient d'être rompue. Elle n'a pas encore commencé. Elle n'a pas encore commencé, mais effectivement, puisqu'elle commence à 10h. Dans moins d'une heure. Heure israélienne, dans moins d'une heure, mais elle sera rompue, on peut l'affirmer avec une assez grande dose de certitude. Alors pourquoi? Tout simplement parce que il y a plusieurs raisons. La première est que, surtout depuis le bombardement de l'école de l'UNRWA, Israël veut essayer de calmer les critiques au sein de la communauté internationale. Les critiques des États-Unis ont été très sévères, celles de l'ONU également, d'une part. D'autre part, une trêve humanitaire permet à l'armée israélienne de se redéployer dans des conditions optimales. Et puis les considérations proprement humanitaires, trêve humanitaire, elle dit son nom, comptent aussi pour les responsables de l'armée israélienne. Il est important pour Israël, pas simplement par grandeur d'âme, ou pas seulement par grandeur d'âme, si vous voulez. Je ne vais pas donner l'impression ici d'être un propagandiste, mais aussi tout simplement parce que c'est dans l'intérêt d'Israël et de l'image d'Israël à l'étranger que de montrer que l'armée israélienne fait tout pour que les habitants de la bande de Gaza puissent graduellement reprendre une vie normale. Est-ce que ça va suffire, Maurice Fergan, à calmer les pressions internationales, les condamnations, l'indignation qu'on voit depuis plusieurs heures après ce bombardement à côté d'une école de l'UNRWA? Certainement pas, non. Mais le fait est que nous sommes entrés dans une phase d'unilatéralisme total. C'est-à-dire que maintenant, Israël convient de ces trêves de façon tout à fait unilatérale, sans même se concerter avec la partie adverse. La question est effectivement de l'image d'Israël sur la scène internationale, mais une trêve face à un bombardement d'une école, c'est pratiquement dérisoire. Je veux dire, les médias internationaux ne rapportent pas que les Palestiniens peuvent rentrer chez eux, peuvent s'organiser, prendre de l'eau, des vivres pour passer. Et surtout, ils ne rapportent pas que si cette école de l'UNRWA a été visée par des tirs israéliens, c'est parce que des militants, en l'occurrence du djihad islamique, s'était positionné à proximité de cette école pour tirer sur Israël. Israël a riposté. Voilà, Israël qui dit d'ailleurs que ce n'est pas l'école qui a été visée, hein, mais bien à côté. Mais cette cellule du djihad islamique, effectivement, qui s'était postée, et c'est pas un hasard si elle s'est postée à côté de cette école de l'UNRWA, c'est bien pour tendre un piège en quelque sorte à Israël et pour que le lendemain, les organisations terroristes puissent dire aux opinions publiques du monde entier, regardez, Israël tue des enfants qui sont réfugiés dans une école de l'UNRWA. C'est une tactique évidente, c'est un piège tout à fait clair. Israël est tombé dedans, on peut le dire, mais est-ce qu'il y avait un autre choix, une autre alternative possible, étant donné que des militants du djihad islamique s'étaient positionnés à proximité de cette école pour tirer sur Israël. Si on essaye de prendre un peu de hauteur avec la situation qui reste confuse, ce matin encore, vous l'avez dit, Maurice, à juste titre, Israël est entré dans une logique d'unilatéralisme total. Est-ce qu'on doit s'attendre, selon vous, à un cessez-le-feu unilatéral également, où Israël ne le proclamera pas, mais restera dans une espèce de position de dissuasion sur le long terme? Je crois que de toute façon, en début de l'opération, le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait fait état de sa stratégie, le calme contre le calme. Et c'est en vérité vers cette solution que nous nous dirigeons. Je veux dire, dans la mesure où le Hamas arrêtera ses tirs de roquettes, Israël n'aura pas de raison de réagir. Donc on est entré dans cette logique, et encore une fois, de façon totalement unilatérale. Si le Hamas arrête, se permettant le droit de réagir, quoi. En se donnant le droit de réagir à tout tir. Donc pour le moment, on est dans la logique du calme contre le calme, ce que le Hamas rejetait depuis le début de toute façon. Donc là, il n'y a pas de changement de stratégie, on reste dans la stratégie, c'est-à-dire qu'Israël se trouve seul face au Hamas. Pour le moment, il n'y a pas de négociation sur un cessez-le-feu, on n'a pas envoyé de délégation à ma connaissance au Caire, bien que ça pourrait arriver dans les heures qui viennent. Mais de la même façon que le Hamas est isolé sur le plan du Proche oriental, je veux dire, Israël aussi aujourd'hui mène une politique tout à fait isolée et je veux dire, réagit face au Hamas de façon totalement unilatérale.
Il y a cette politique d'unilatéralisme des avantages et des inconvénients. Et le principal inconvénient, c'est que le Hamas n'est lié par aucun accord que ce soit. Et par conséquent, il s'estime libre, il le fait, de continuer à tirer des missiles sur les villes d'Israël. Hier, il y a eu une alerte sur Tel Aviv, donc jusqu'au centre d'Israël. Tant que c'est le cas, donc on peut effectivement craindre une espèce de guerre d'usure si cette politique unilatérale se poursuit sans accord négocié indirectement avec le Hamas par l'intermédiaire par exemple de l'Égypte et des États-Unis. Et bien le Hamas peut s'estimer les mains libres. Voilà pour la situation à l'heure actuelle. On va parler avec vous également de ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de la société israélienne. On a parlé depuis un mois de consensus national assez inédit. Au sein de la population israélienne, il faut noter qu'une manifestation pour la paix a été cependant interdite samedi soir à Tel Aviv, officiellement pour des raisons de sécurité. Le camp de la paix a tout de même maintenu son rendez-vous et des centaines de personnes ont protesté contre la guerre à Gaza. Fleur Citruc et Anthony Lez étaient sur place. Les manifestants qui se dirigent vers la place Habima ont la surprise de se voir refoulés par la police. Le défilé a été interdit pour des raisons de sécurité liées du mouvement des femmes pour la paix. Il est très clair que la police veut nous empêcher de montrer qu'en Israël, il y a une voix claire et forte contre la guerre, contre l'occupation et la violence des deux côtés. Le camp de la paix avait pris l'habitude de se retrouver chaque semaine sur cette place depuis le début du conflit, dans une ambiance bon enfant, pour protester contre l'opération militaire israélienne à Gaza. Des heurts éclatent alors que la police tente de disperser les manifestants. 13 personnes sont arrêtées. Les militants poursuivent leur défilé dans les rues de Tel Aviv. Certains brandissent des photos d'enfants de Gaza, victimes de la guerre. Nous disons aux soldats de déserter. Ils ne doivent pas laisser le gouvernement les envoyer à la mort sous prétexte d'une paix qui n'apporte que des tueries et des morts. Des passants expriment leur sympathie pour le cortège, tandis que d'autres insultent les manifestants. Dégagez d'ici, bande de traîtres! Ce que réclament les manifestants, c'est d'abord une solution politique au conflit. La solution au problème palestinien ne doit pas être militaire. Cette guerre, au contraire, va juste rendre notre futur plus sanglant. Le siège de Gaza doit cesser immédiatement. Nous voyons bien que le gouvernement israélien en place n'a aucune intention d'établir un État palestinien viable. Alors que l'opération militaire dure déjà depuis près d'un mois à Gaza, les manifestants espèrent faire entendre une autre voix que celle des armes. Alors Dror, une minorité qu'on vient de voir s'oppose donc à cette opération en Israël. Ses représentants ont expliqué avoir eu le sentiment d'avoir été pointés du doigt. Certains parlent même de chasse aux sorcières. Est-ce que c'est un sentiment justifié ? Alors effectivement, vous avez raison de dire que c'est une minorité, parce que tous les sondages montrent que la population, dans sa très grande majorité, fait bloc derrière l'armée, derrière le gouvernement, et qu'elle soutient l'opération en cours dans la bande de Gaza, et qu'elle verrait même peut-être d'un mauvais œil une interruption de l'opération dans les conditions actuelles, alors que le Hamas garde en partie ses capacités de nuisance. Alors cette minorité qui manifeste, c'est qui politiquement? C'est bien évidemment l'extrême gauche, le Parti communiste, le Hadash, des militants arabes israéliens. Et il y a un parti qui est intéressant sur lequel j'aimerais m'attarder un petit peu, c'est le parti Meretz, la gauche radicale. Il est intéressant pourquoi? Parce qu'on a vu ces militants dans ce genre de rassemblement, mais on n'a pas vu On a peu vu ses dirigeants. Pourquoi? Parce que autour de la bande de Gaza, vous avez plusieurs kibbutzim, plusieurs kibbutz qui sont liés à ce qu'on appelle un kibbutz artsi, à Shomer Hatzir, c'est-à-dire une fédération de kibbutz qui est organiquement liée au parti Meretz. Et eux pèsent dans les instances du Meretz. Et eux, eh bien, ne sont pas en défaveur de l'opération militaire actuelle, tout simplement parce qu'ils sont en première ligne, ils subissent de plein fouet les tirs de roquettes, des tirs d'obus de mortier, même parce qu'ils sont très proches de la bande frontière. Par exemple, le kibbutz Zikim, où il y a eu encore récemment une alerte qui s'est avérée fausse, mais une alerte à l'incursion terroriste, où il y a 2 semaines environ une véritable tentative d'incursion terroriste par la mer. Le kibbutz Zikim, il est lié à cette tendance-là, il est lié au Meretz. Par conséquent, vous avez aussi, par exemple, pour l'anecdote, l'ancien président de ce parti, Chaim Oron, dont 2 des fils participent aux opérations de l'armée de l'air. Ce sont des hauts gradés de l'armée de l'air qui participent. 2 des fils
de Chaim Oron participe à l'opération de l'armée de l'air en tant que haut gradé, et l'un de ses petits-fils était sur le terrain en tant que soldat dans une unité d'élite. Il a été grièvement blessé. Ce qui montre le paradoxe et les contradictions internes, c'est intéressant, de cette tendance de la société israélienne, dont une partie manifeste contre la guerre et une autre partie combat sur le terrain. Est-ce qu'on peut dire, en tout cas, que de manière générale, le débat entre les extrêmes, l'extrême gauche que vous avez cité, l'extrême droite de plus en plus active en Israël, ce débat-là, il est ardu, presque violent. Il est beaucoup plus ardu qu'auparavant, et dans le reportage de Fleur Citruc et d'Anthony Lem, on a vu un exemple, on a vu un passage très très marquant lorsque vous avez vu cette jeune femme qui circulait à bord d'un taxi et qui a crié, qui a vociféré vers les manifestants en les qualifiant de traîtres. Ça, ce sont des scènes auxquelles on a assisté au cours des manifestations contre la guerre à Tel Aviv ou ailleurs, à Haïfa notamment, avec des contre-manifestations de militants de droite, voire d'extrême droite, et un ton dont on peut regretter la violence dans la rue, mais aussi, et peut-être surtout aussi sur les réseaux sociaux. Oui. Mais ça, c'est pas un phénomène qui est limité à Israël. On sait à quel point les réseaux sociaux, Facebook notamment, ont libéré la parole, et parfois ont libéré les paroles les moins réjouissantes et les moins positives. C'est vrai en Israël, c'est vrai en France, c'est vrai ailleurs. Est-ce qu'on peut parler, Maurice Fergand, d'une radicalisation de cette extrême droite israélienne, kahaniste même ? De toute façon, l'extrême droite est toujours radicale, je dirais, et l'extrême gauche aussi. Mais elle s'exprime plus qu'auparavant. Elle s'exprime. Moi, je trouve que c'est totalement marginal. Je veux dire, il suffit de vivre ici en Israël pour se rendre compte que finalement, c'est pas ce qui fait la une des quotidiens, ces manifestations pour ou contre. Non, mais pour illustrer les propos de Dror, moi, je voudrais vous citer, vous rapporter l'interview accordée par Amos Oz, un écrivain connu internationalement, qui n'est pas spécialement de droite, puisqu'il est un des fondateurs du mouvement de la paix, donc c'est quelqu'un de gauche, et qui a accordé une interview le 30 juillet à la télévision Deutsche Welle, la télévision publique allemande. Et c'est assez intéressant de vous montrer le désarroi, finalement, d'une grande partie de la population de gauche et de droite face à ce qui se passe. Alors, Amos Oz a été interrogé par un journaliste allemand, et de façon tout à fait inhabituelle, l'écrivain a dit « Je veux d'abord, avant l'interview, poser deux questions. » Et je vais vous lire les deux questions parce qu'elles sont importantes. Alors, première question d'Amos Oz. Que feriez-vous si votre voisin de l'autre côté de la rue s'asseyait sur son balcon, mettait un petit garçon sur ses genoux et commençait à tirer à la mitrailleuse sur votre garderie? Deuxième question, que feriez-vous si votre voisin de l'autre côté de la rue creusait un tunnel depuis sa garderie vers votre garderie afin de faire sauter votre maison ou de kidnapper votre famille? Et les médias, notamment Atlantico, qui rapportent cette interview, montrent le désarroi finalement de la population israélienne face à l'incompréhension de la communauté internationale sur ce que représente la menace du Hamas. C'est la question que pose par exemple Atlantico, mais d'autres médias. Si finalement le consensus israélien ne voit pas d'issue à une condamnation systématique de ces actes au cours de cette opération, alors il pourrait aller vers l'opinion pourrait demander une attitude plus dure de l'armée, allant jusqu'au suicide, et le bilan pourrait s'alourdir de façon radicale. Juste un exemple de la radicalité du débat et du fait que effectivement, depuis le début de cette opération, il y a une unité de la population israélienne, mais il y a aussi aux marges un ton qui a monté, des insultes qui se sont multipliées et des phénomènes tout à fait regrettables de violence politique. Je vais vous montrer à l'écran l'image d'un journaliste vedette de la télévision israélienne. Il s'appelle Amnon Abramovitch. J'espère qu'on va pouvoir le voir voilà. Alors, Amnon Abramovitch, c'est sans doute un des journalistes les plus connus en Israël, et si vous regardez bien, vous voyez que c'est un homme qui a été défiguré. Il a été défiguré pourquoi? Parce que lorsqu'il a participé comme tankiste à la guerre de Kippour en 1973, il a été très grièvement brûlé. Il a obtenu la plus haute distinction de l'armée israélienne, la médaille de la bravoure. Et bien cet homme ne cache pas ses opinions. On peut regretter qu'en tant que journaliste, il ne cache pas ses opinions. En tout cas, c'est quelqu'un qui est tout à fait placé à gauche de l'échiquier politique et qui le dit. Et pour certains militants d'extrême droite, eh bien, son passé glorieux ne suffit pas, et cet homme, Amnon Abramovitch, a été insulté. Il a été qualifié de traître. On lui a dit retourne à Gaza. Ce qui montre à quel point effectivement le débat public aux marges de la société, encore une fois ça concerne une minorité, mais ça montre à quel point ce débat public a commencé à
atteindre des zones tout à fait Certains regrettables. tirent d'ailleurs la sonnette d'alarme. Bonjour Boaz Bismuth, vous nous avez rejoint, journaliste israélien au Israël Hayom. Ce débat fait rage, cette radicalisation peut-être d'une certaine droite israélienne inquiète, notamment les intellectuels israéliens. David Grossman, pour ne pas le citer, disait il y a quelques jours qu'un nouvel assassinat politique en Israël n'est qu'une question de temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, Boaz? Écoutez, je vais peut-être répondre à côté, on va arriver à la réponse. En venant vous voir maintenant, je suis passé par une autre chaîne israélienne, vous savez comment ça se passe aujourd'hui, les téléspectateurs doivent savoir, les télévisions, 24 heures sur 24, on parle que de ça, et il y a bien sûr, on parle que de guerre. Et on m'a posé une question, David Witztum, dans la première chaîne, qui n'était pas du tout évidente à mon sens. On parlait bien sûr des médias dans le monde, de leur couverture, des manifestations, parti pris contre Israël, et donc tout à coup il me pose la question, et est-ce que vous, en tant qu'Israélien, comment vous trouvez la couverture et le débat ici en Israël? Alors je lui ai répondu ce que je vous dis maintenant aussi à vous. Nous sommes bien sûr, c'est pas honteux d'être patriotes, nous sommes bien sûr journalistes mais aussi israéliens. Je rappelle aussi que pendant la guerre du Golfe, pas seulement Fox News mais aussi MSNBC mettait le drapeau américain. Et lorsque j'ai couvert la guerre en Afghanistan, au Kosovo, et des journalistes français ou italiens étaient bien sûr patriotiques. Il n'y a pas bien sûr de problème là-dedans. Mais c'est pas parce que Hamas est responsable de tout ce qui se passe, c'est pas parce que Hamas utilise les civils comme bouclier humain qu'il n'y a pas un vrai désastre à Gaza. C'est pas parce que Hamas est responsable et Israël est l'armée peut-être la plus éthique dans le monde, et je le pense, qu'il n'y a pas des bébés morts à Gaza. Bien sûr, c'est un drame. Et comme disait Golda Meir, cette fameuse phrase qu'on répète et qu'on n'arrêtera pas de citer parce qu'elle est tellement même update aujourd'hui, on vous pardonnera peut-être un jour d'avoir tué nos enfants, mais on ne vous pardonnera jamais d'avoir tué, de faire en sorte qu'on tue les vôtres. Elle est d'actualité aujourd'hui. Tout ça m'amène à quoi? M'amène à votre question. Dans des débats, il est tout à fait... on peut être comme Amnon Abramovich, un excellent commentateur, que lui et moi ne partageons pas du tout les mêmes opinions et les mêmes idées, mais il a complètement le droit aussi de dire, et je pense qu'Israël est assez forte au niveau de sa démocratie, au niveau de sa éthique, pour dire aussi, à l'instant, de l'autre côté, cette guerre, c'est vrai que le Hamas est responsable, mais il y a un prix énorme que l'on paye. Et oui, peut-on critiquer? Oui, on peut. Mais sur ce qui se passe dans la société israélienne, est-ce que ce consensus, ce patriotisme, comme vous dites, n'étouffe pas le débat et toute forme de protestation possible et donc, comme conséquence, va encourager les extrêmes? Non, au contraire, je pense qu'au contraire, regardez, il y avait ce sondage, corrigez-moi si je me trompe, je pense que 86% soutenaient l'opération. Ce n'est plus le cas, les chiffres ont changé. Non, mais c'est-à-dire encore une grande majorité. Quand vous interviewez les personnes, ils veulent que ça continue. Le problème est maintenant dans les 73% qu'on apprend hier, qui pensent que cette guerre n'a pas aidé la dissuasion israélienne. Ça, c'est un autre domaine dont on peut parler. Et bien sûr, est-ce qu'on soutient ou pas le Premier ministre? Là, il a chuté de 20 points, bien que c'est encore à 62%. Mais pour revenir au consensus, je pense que quand même, un instant, moi je suis, on regarde et vous aussi avec moi, les débats à la télévision. On connaît très bien les rapports de force à la Knesset. Et quand vous voyez presque à chaque deuxième débat, vous avez quelqu'un autour de la table du parti de Meretz, qui n'est pas un parti travailliste, qui est plus à gauche. Donc on ne peut pas dire que ce n'est pas dans le débat. Sauf que, il est vrai que c'est inconcevable. C'est même pas logique de voir des gens, 1000 personnes comme ça qui manifestent à Tel Aviv contre et qui disent que les soldats israéliens c'est des fascistes. Sauf que je préfère habiter dans un pays dans lequel vous avez ces 1000 personnes qui m'énervent peut-être que d'habiter dans une personne où ces gens n'existent pas. Donc au contraire, eux font partie de la force d'Israël. On a 20 secondes pour le mot de la fin. Oui, non, on peut peut-être s'interroger sur les raisons qui expliquent cette radicalisation, en tout cas dans une partie de la société israélienne. À mon sens, et une interprétation personnelle, le fait que les civils israéliens aient été en première ligne des différentes étapes, des dernières étapes du conflit israélo-palestinien, explique peut-être cette radicalisation. Les civils en première ligne dans le sud, dans le nord également, qu'on avait affaire au Hezbollah, et puis bien évidemment les restes de la seconde intifada il y a 2 ans, où les civils ont payé un plus lourd tribut encore que les soldats. Peut-être, mais surtout, rappelons-nous que nous sommes dans un conflit, dans une guerre, et les gens ont tendance aussi à se radicaliser pendant une guerre. Merci beaucoup, Boaz. On se retrouve dans quelques minutes. Merci, Maurice. Merci, Dror. Restez avec nous. « 28e jour de l'opération Bordure Protectrice. Vous êtes sur i24 News. C'est le morning et voici ce qu'il faut retenir de l'actualité. Israël décrète une trêve humanitaire à partir de 10h ce matin, dans une demi-heure précisément. Les opérations de Tsahal devraient toutefois se poursuivre à l'est de Rafah et Israël prévient si le Hamas rompt la trêve une nouvelle fois, eh bien nous riposterons.
Tsahal poursuit quant à lui son retrait de la majorité de ses troupes terrestres à Gaza, mais la confrontation se poursuit. Le commandant de la zone nord du djihad islamique a été éliminé cette nuit et les frappes aériennes se poursuivent un peu partout dans Gaza. Les Palestiniens font état de plus de 100 morts hier et au moins 14 autres cette nuit, ce qui porte le bilan total à 1800 morts côté palestinien depuis le début de l'opération. Malgré ces frappes, les tirs se poursuivent eux aussi sur Israël. Hier, plus de 120 missiles et obus de mortier. Ce matin, la sirène a retenti dans le sud du pays. Binyamin Netanyahu déclare qu'Israël poursuivra de frapper les terroristes avec force jusqu'à restauration du calme dans l'ensemble du pays. Voilà, et à noter, dans ce contexte, que le Hamas et le djihad islamique sont en ce moment au Caire pour des discussions qu'ils ont qualifiées de positives. Ils ont remis un document aux Égyptiens avec leurs exigences pour cesser les hostilités. Israël, qui ne participe pas à ces discussions, pourrait considérer un allègement partiel du blocus. Le djihad islamique déclare « Nous entrons dans le dernier quart d'heure de cette guerre ». Enfin, indignation internationale après le bombardement d'une école de l'ONU à Rafah hier qui aurait fait au moins 10 morts. Barack Obama s'est dit consterné par ce bombardement honteux. L'ONU parle d'un scandale. Tsahal affirme qu'il s'agit d'une élimination ciblée de terroristes du djihad à proximité et non dans l'école de l'UNRWA. L'enquête est ouverte. Voilà, et on parle à présent de ce nouveau pavé dans la mare israélo-américaine. Des révélations de l'hebdomadaire allemand Der Spiegel qui risque de tendre encore davantage les relations délicates entre Jérusalem et Washington. Betsabé, quelles sont ces révélations? Alors, il faut savoir déjà que l'article est signé Holger Stark, c'est pas n'importe qui, c'est le correspondant à Washington de Der Spiegel et c'est lui qui était à l'origine déjà des fuites sur les écoutes de Angela Merkel par les États-Unis. Alors, selon son papier, eh bien, les services secrets israéliens auraient enregistré les conversations de John Kerry quand il était en déplacement et puis les auraient communiquées au gouvernement, alors ou pendant ces nombreux vols pris par le secrétaire d'État américain, donc pas quand il était à Washington, mais au cours de ses déplacements, quand il utilisait une ligne satellitaire, donc non sécurisée, que le renseignement israélien aurait réussi à intercepter. Quand? Eh bien pendant les 9 mois de négociations sous l'égide des États-Unis, négociations qui, on le rappelle, ont avorté en avril dernier. Et pourquoi ces écoutes? Eh bien Der Spiegel explique que ça permettait à Israël de mieux se proposer aux propositions, de mieux se préparer aux propositions de John Kerry. Israël se serait même servi, dit Der Spiegel, de ce matériel pour attaquer Kerry en transmettant justement des éléments de ces conversations aux dirigeants concernés. On note au passage que les conversations interceptées concernaient aussi d'autres pays. Der Spiegel parle de la Chine et de la Russie. Ah, voilà, ça ne va pas arranger les relations tumultueuses, en tout cas qui existent déjà entre Washington et Jérusalem. Non, l'annonce de l'écoute pourrait aggraver ces relations même entre Washington et Jérusalem, selon Der Spiegel. Tension alimentée, on le rappelle, par d'autres couacs ces derniers jours. Ce fameux coup de fil vendredi soir entre Netanyahou et l'ambassadeur Shapiro. Coup de fil au cours duquel Netanyahou aurait lancé « Ne mettez pas en doute mes paroles ». Netanyahou qui attend un soutien ferme des États-Unis. Et puis ce sondage qu'on a vu à la télévision ce week-end conduit par la chaîne parlementaire israélienne. Kerry nuit-il aux chances de négociation? Oui, 75%. Tout cela qui s'ajoute bien sûr à ce tollé provoqué dans la presse israélienne par les propositions de John Kerry il y a un peu plus d'une semaine au Caire. Certains ministres israéliens proposant même à demi-mot, pourquoi pas, qu'il s'en aille carrément de ce poste de négociateur. Boaz, est-ce que ça va définitivement installer la relation entre Jérusalem et Washington dans une crise? Elle est déjà mauvaise. Alors, ce que la presse révèle, d'abord les Américains sont des grands garçons, des grands enfants, et ils savent très bien, c'est-à-dire ils ne peuvent pas en vouloir à d'autres, et personne, il reste à prouver bien sûr, parce que vous savez, il y a déjà des articles journalistiques qui se sont avérés comme faux, vous savez très bien. Mais dans ce cas-là, je pense que les Américains ont avoué justement écouter. Alors, je pense qu'ils ne peuvent pas accuser les Israéliens qui n'ont pas bien sûr avoué, alors qu'eux-mêmes le font et le font contre tout le monde. Alors, mettons d'abord les choses en place. Deuxièmement, concernant Kerry, je pense que le problème justement de Kerry, pas seulement vis-à-vis des Israéliens, c'est vis-à-vis des Israéliens, des Saoudiens, de Abou Mazen, de l'Égypte, n'ont rien compris dans ce dossier, n'ont rien compris depuis 2011 déjà, n'ont rien compris justement en misant encore et encore sur tout ce qui rapproche, rappelle ou ressemble aux frères musulmans. Et si Kerry a fait toutes les gaffes possibles et imaginaires, le sondage que l'on voit, c'est pas parce que Obama et Netanyahou sont pas les meilleurs amis au monde, c'est parce que les Américains sur tout ce dossier
on fait encore une fois toutes les erreurs possibles et imaginaires. Et encore une fois, je pense qu'il ne fallait pas écouter le téléphone de Kerry pour connaître la proposition, puisque très très tôt, dès le départ, ils ont misé sur la proposition cataro-turque et non pas égyptienne. Pourtant, c'était assez transparent. On en est quand même dans une situation un peu absurde où John Kerry est quasi l'ennemi public numéro 1 en Israël. Non, il faut pas exagérer. Ça, c'est bien sûr. Vous savez, toujours, il y a des moments, surtout dans des moments de conflit militaire, et vous savez, c'est pour ça que vous avez des gouvernements et des dirigeants. Parce que l'opinion publique, elle aime bien réfléchir à travers, comment on dit en hébreu, à travers le ventre, l'estomac. Et puis, bien sûr, il faut aussi être la tête. Donc, c'est où est le rationnel et où est l'émotionnel. Alors, bien sûr, nous sommes dans une guerre. Bien sûr, quand vous regardez la télévision, vous voyez tous les jours ce désastre. Il y a cette frustration, presque 30 jours depuis le début de l'opération, et encore des missiles qui sont envoyés de Gaza. Donc ça, c'est quelque chose qui est inconcevable, insupportable de la part des Israéliens. Il y a aussi, bien sûr, les images insupportables de l'autre côté que, bien sûr, elles sont diffusées dans le monde, ce qui aussi aggrave, bien sûr, la mauvaise éternelle d'image d'Israël. Donc tout ça fait en sorte que l'opinion publique, bien sûr, pense avec le ventre. Et comment s'attend justement aux Américains, le meilleur allié des Israéliens, à être un peu plus, allez, on va pas dire, à connaître un peu plus le dossier. Donc c'est pour ça que Kerry, qui n'est pas du tout un ennemi d'Israël, soyons sérieux, sauf que l'Amérique... Pourtant, Boaz, vous parlez d'émotion, de réaction par les tripes. On a vu les journaux, on a vu les journaux israéliens, dont votre journal Israël Hayom, de ce que j'ai écrit moi-même, de ce que vous avez écrit et l'éditorial que vous signez en une au lendemain de cette proposition de Kerry au Qatari. Les journalistes ont mis de l'huile sur le feu quand même. Non, on va dire quelque chose. D'abord, on a le droit, vous savez, de la même façon qu'on a le droit, et on le fait dans la presse israélienne, de critiquer même le gouvernement israélien, et vous savez très bien dans quel pays vous vivez et à quel point Netanyahou reçoit des critiques. John Kerry, il y a 2 semaines, ce vendredi, où franchement tout le monde voulait vous étiez par ailleurs les premiers aussi à vouloir un cessez-le-feu. Et lorsque vous avez une proposition égyptienne qui est tout à fait logique, alors c'est vrai que malheureusement, Hamas n'a pas eu tous les détails, comme si vraiment une organisation de terrorisme que les Américains par ailleurs n'ont jamais voulu parler, ni à Al-Qaïda, ils ont mis du temps aussi pour penser qu'il fallait parler aux talibans. Alors, ce que eux pensent, nous le pensons aussi, qu'avec le terrorisme, vous ne parlez pas... Est-ce que John Kerry est la bonne cible ? John Kerry, c'est quand même celui qui a mis la barre très haut, souvenez-vous l'année dernière, en pensant qu'en 9 mois, on peut arriver à une solution. Donc encore une fois, une grosse désillusion. John Kerry est celui qui a promis quelque chose à Jérusalem et 24 heures après a reconnu ce gouvernement d'union nationale. John Kerry est celui qui a préféré travailler avec le Qatar, frère musulman, et non avec l'Égypte. Voilà 3 choses en un an seulement. Est-ce que la raison quand même de ce climat de méfiance entre les 2 gouvernements, ce n'est pas la façon dont Israël traite ou maltraite, peut-être faudrait-il dire, John Kerry depuis un an? D'abord, c'est pas nouveau. Regardons un peu l'histoire. Vous avez parlé de cette conversation téléphonique entre Netanyahou et le Shapiro, l'ambassadeur Shapiro. Moi, je me souviens très bien d'un Menachem Begin, premier ministre israélien. À l'époque, ils avaient ici un ambassadeur qui s'appelait Samuel Lewis. Il l'avait contacté, il lui avait expliqué que peut-être il y a des républiques bananières dans le monde, mais Israël ne fait pas partie de ces républiques bananières. Il faut pas oublier une chose, c'est quand même, les Américains quand même ont perdu beaucoup d'alliés, ou si vous voulez, c'est vrai qu'ils nous donnent 2 milliards, plus que 2 milliards par an. Mais comme disait notre ambassadeur à l'ONU, Ron Prosor, c'est le porte-avions le moins cher qu'ils ont au Moyen-Orient. C'est un porte-avions sur lequel on peut compter et qui se porte très bien. En plus, il ne faut pas oublier encore une chose, relations internationales, dans les relations entre pays, c'est pas garçon et fille, garçon et garçon, fille et fille qui vont au cinéma le soir. C'est quand même des intérêts. Je pense que quand même les Américains savent très bien leur intérêt ici. Nous connaissons aussi les intérêts que nous avons là-bas. Et en plus, c'est vrai qu'entre la Maison-Blanche et Jérusalem, c'était pas toujours lune de miel. Rappelons, souvenez-vous, juste avant les attentats du 11 septembre, Sharon Bush, très mauvaise, un gros froid entre les deux. Donc le problème, ce n'est pas un gouvernement de droite ici et un président démocrate là-bas. Écoutez, Netanyahou a eu cette malchance d'avoir Clinton, donc démocrate, et maintenant Obama démocrate. Il aurait préféré un républicain parce qu'il réfléchit. C'est vraiment si les républicains n'ont pas un bon candidat pour les prochaines élections, je leur propose Netanyahou, c'est le meilleur, ils ne trouveront pas mieux. Mais nous avions eu dans le passé déjà quand même un gros froid. Souvenez-vous de James Baker, secrétaire d'État américain, qui donne son numéro de téléphone aux Israéliens et qui dit « Lorsque vous soyez prêts, appelez-moi », sauf le gouvernement Shamir. Donc on a eu déjà des épisodes. C'est ce que les Américains ont redit aussi à peu près, après l'échec des négociations. Donc, on a survécu ça aussi. Israël doit aussi connaître un peu ses intérêts. C'est pas parce que, surtout l'Amérique des dernières années, regardez, en parallèle avec ce que nous vivons aussi les événements en Libye. Souvenez-vous un petit peu la politique des Américains, regardez à la fin le résultat. Donc il faut être aussi un peu logique. L'Amérique aussi se trompe parfois. Et Israël aussi, dans ses critiques, doit connaître les limites parce qu'on n'a pas aujourd'hui un meilleur ami, un meilleur allié que les Américains quand même. C'est important peut-être de le sûr, rappeler. Évidemment. Allez, on s'éloigne des querelles diplomatiques pour revenir à ce conflit qui se poursuit. L'Amérique, j'ajoute encore une chose, oui. C'est vrai peut-être qu'avec la Maison-Blanche, ça va peut-être pas très bien,
Mais quand même, il y a aussi le Congrès. Mais là, ça change beaucoup, le Sénat et le Congrès. Ouais. Voilà, et l'influence des Républicains, on ne le répétera jamais. Et même assez. les démocrates qui siègent là-bas. Allez, on revient sur... ici sur le terrain et sur ce conflit qui dure depuis 28 jours, vous le savez, une des victoires symboliques mais importantes que le Hamas a obtenues, on s'en souvient, c'est la fermeture pendant 2 jours de l'espace aérien israélien. La crainte, c'était qu'un missile ne touche les avions de ligne étrangers. Quant aux avions israéliens, aux avions civils israéliens, vous allez le voir, ils sont mieux équipés face à cette menace. Regardez. Les avions de ligne seront-ils bientôt équipés de systèmes antimissiles ? C'est en tout cas ce que proposent 2 membres du Congrès américain après le drame de la Malaysia Airlines, cet avion abattu par un missile en Ukraine. Ils souhaitent faire estimer le coût d'un tel système pour connaître la faisabilité d'un tel projet. S'il était mis en œuvre sur les compagnies américaines, ça représenterait une véritable aubaine pour l'industrie militaire israélienne. El Al et d'autres compagnies locales sont déjà équipées d'un radar de détection qui leur permet de déjouer d'éventuelles attaques. Ce système mis en place au milieu des années 2000 porte le nom de gardien des airs. En 2002, un avion de la compagnie Air Kia qui survolait Mombasa au Kenya a été visé par un missile. Par chance, il n'a pas été touché. Depuis, le gouvernement israélien a décidé de mettre en place un système de défense pour ces avions de ligne régulières. Cependant, cette technologie présente des risques pour les aéroports civils car elle fait usage de pyrotechnie. Pour Eran Ramot, ce système antimissile embarqué est inefficace face aux tirs de roquettes. Des roquettes qui, selon lui, ont de toute façon peu de chances de viser leur cible car elles ne sont pas téléguidées et frappent au hasard. Aujourd'hui, Elbit Systems, une compagnie israélienne, a inventé une technologie plus performante, financée par le gouvernement et appelée Sky Shield. Cette technologie, un système antimissile infrarouge, permet d'éviter les menaces potentielles grâce à un programme connu sous le nom de C-Music. Le projet représente plusieurs dizaines de millions de dollars d'investissement selon notre expert, sans compter les dépenses annexes. Le système est lourd et dans l'aviation civile, cela demande plus de carburant et donc plus d'argent. En plus du poids, cela crée plus de résistance en vol car le système se situe sur le fuselage de l'avion. Cela entraînera donc un surcoût des vols, peut-être 1, 5 ou 10 dollars, je ne sais pas, mais cela aura un prix. En fin de compte, ce sont donc les passagers qui pourraient voir le prix de leur billet augmenter. Le coût de cet équipement revient à 1 million de dollars pour chaque avion. C'est vrai que c'est une dépense importante, mais je pense que ça en vaut la peine. Pour un passager, vous voyagez avec une compagnie où vous vous sentez en sécurité, c'est primordial, et ce, quel que soit le prix du billet. Eric Ramot assure que ce système, testé et approuvé, est déjà en service sur certains avions mais ne souhaite pas donner plus de détails. Bah, ce genre de sujet, ça vous passionne, hein? Non, d'abord oui, parce que j'aime bien les avions civils et je me pose la question, je me dis voilà des cas dans lesquels attacher la ceinture n'aide pas beaucoup. Non, ça sert à rien. C'est ça justement. Moi qui n'aime pas attacher la ceinture. On s'intéresse à une autre sorte de guerre, c'est la guerre psychologique, celle qui se joue tous les jours sur Internet également depuis plus d'un mois. Laura Duhamel, avec vous, on passe en revue ce qui fait le buzz en ce moment sur Internet. On va peut-être se diriger tout de suite vers la frontière. Je vous redonne la parole dans 2 minutes. On va se diriger vers la frontière entre Israël et la bande de Gaza. On retrouve Mathias Inbar pour continuer de comprendre ce qui se joue sur le terrain. Mathias, sur cette stratégie militaire qu'Israël est en train de mettre en place, peut-être un mot des réservistes. Leur mobilisation reste maintenue. Ils restent sur place pour parer à tout scénario. Ils restent sur place et un très petit nombre a été autorisé à rentrer chez eux, peut-être 24 heures tout au plus, pour reprendre des forces et pour revenir. En tout cas, aucun réserviste n'a été autorisé à rentrer chez lui de manière définitive. Et d'ailleurs, ce qu'ils m'ont dit hier, en tout cas la plupart des tankistes m'ont dit au revoir et à très bientôt. Ce qui signifie qu'ils savent pertinemment qu'ils se tiennent prêts. En tout cas, ils ont reçu l'ordre de la part de leur commandant direct de rester positionnés aux abords de la bande de Gaza, ce qui signifie que l'armée israélienne, clairement, a entamé, comme je vous le disais il y a quelques instants, un retrait partiel pour l'instant et pas de retrait total. Donc, se réserve le droit d'agir en cas de nouvelle tentative d'infiltration ou attentat. Et la preuve, c'est que l'armée israélienne continue de mener des raids. D'ailleurs, a priori, un responsable du djihad islamique a été directement visé lorsqu'il était sur sa moto. Ça s'est passé à Rafah. Rafah, d'ailleurs, qui n'est pas concerné par la trêve humanitaire.
unilatérale signée par Israël qui rentrera en vigueur dans un quart d'heure à présent, et le Hamas qui n'a pas signé donc cette trêve humanitaire, qui continue de tirer des roquettes à l'instant. Il y a quelques instants, une roquette a visé le conseil régional d'Eshkol qui se trouve vers le centre-sud de la bande de Gaza. Voilà, et dans ce contexte, vous le disiez, Israël poursuit le retrait progressif de ses troupes. Est-ce que vous arrivez à avoir des informations concrètes sur le nombre de soldats qui se sont déjà retirés et le nombre de soldats qui sont toujours présents dans la bande de Gaza? Concrètement, ça se joue en termes de pourcentage, parce qu'il est, pour des raisons de censure militaire, nous n'avons pas le droit de donner des chiffres exacts du nombre de soldats qui se trouvent à l'intérieur. Ça se situe en termes de pourcentage, donc 70% des troupes israéliennes sont sorties de la bande de Gaza. Ils se trouvent soit en extrême bordure de ce territoire gazaoui, soit à une distance de 2,5-3 km de cette barrière, qui se tiennent prêts donc à pouvoir intervenir. Ces 30%, eh bien, ce sont des unités spéciales, des unités commando, des unités qui servent à détruire et à neutraliser ces tunnels, mais également des unités spéciales et qui accompagnent les services de sécurité, le Shin Bet, le Shabak, pour mener des opérations directes, précises, comme on a pu le voir. Et comme je l'ai dit en début de ce morning, le commandant de la région nord du djihad islamique a été tué dans une opération conjointe entre les unités spéciales de l'armée israélienne et les services de sécurité intérieure. Merci beaucoup Mathias. Boaz, comment vous interprétez ce matin cette stratégie militaire? Est-ce qu'on parle d'un retrait ou d'un redéploiement? Moi, honnêtement, je ne vous cache pas que je crois que les choses ne sont pas claires. J'ai même du mal c'est même triste à dire que je pense que ceux qui décident sont un petit peu eux-mêmes, ne savent pas très bien comment continuer. Je pense que le fait Vous parlez des politiques et pas des militaires. Des politiques, bien sûr. Les militaires aussi, ils reçoivent des ordres, et bien sûr, ils font les ordres. Et s'ils avaient reçu d'ordre de faire autre chose, ils auraient fait autre chose. Je pense que la stratégie, justement, d'agir à travers votre propre volonté est une bonne stratégie, pour la bonne raison que non seulement vous ne négociez pas avec Hamas, mais Hamas ne respecte rien depuis le début de ce conflit. Tous les cessez-le-feu, tous les refus de dialogue, toutes les propositions. Vous avez vu très bien, la dernière était vendredi. D'un autre côté aussi, Israël aussi doit penser un petit peu à deux choses, bien sûr aussi à son opinion publique, mais surtout à la région dans laquelle elle est et à la dissuasion. Le fait que nous sommes bientôt à 30 jours, je pense que nous sommes au 28e jour, donc dans 2 jours, 30 jours, et encore hier, des sirènes ont retenti sur Tel Aviv hier à 4 ou 5 heures d'après-midi, c'est quelque chose qui ne permet pas justement à Israël vis-à-vis de sa dissuasion et vis-à-vis aussi de l'attente de la population et surtout de la population du Sud de quitter le territoire, bien sûr en laissant les Palestiniens, le Hamas agir comme ils agissent. Sauf que il y a aussi, on ne peut pas d'un côté aussi critiquer les Israéliens à ne pas avancer, laisser un petit peu les militaires comme ça exposés comme ils le sont, et on voit bien sûr les effets que ça fait. Vous savez, depuis le début de ce conflit, certains ont dit qu'Israël est très transparente, aussi bien sur le plan politique et sur le plan militaire. Israël n'a pas réussi à surprendre. Tout était un petit peu prévisible. Vous aviez ici des commentateurs et très franchement, il n'y avait pas de grande surprise jusqu'à aujourd'hui. Peut-être maintenant, comme on voit un certain blocus dans cette situation, peut-être ce retrait est un tournant vers autre chose sur le terrain lui-même. Parce que laisser les choses comme telles maintenant, je pense que franchement, ça serait un échec, même si Hamas a reçu un coup énorme. Mais vous dites que la surprise pourrait donc être une intervention jusque dans Gaza City, une offensive encore plus forte. Je dis deux choses. Je dis la première que c'est pas, il ne faut pas avoir honte de dire que franchement, on ne le sait pas. Je pense que même à Jérusalem, on ne sait pas très bien. Parce que vous savez, it takes two to tango. Mais je pense aussi que compte tenu du fait que pour l'instant on n'a vu que des choses prévisibles, peut-être on va aller vers quelque chose d'une surprise. Allez, on se plonge maintenant sur Internet et dans cette guerre du net qui fait rage depuis un mois avec vous, Laura Duhamel. Tout d'abord, cette affaire malheureuse du lieutenant Hadar Goldin, il a été enterré hier et le net continue d'en parler. Oui, alors ça a commencé ce week-end. Le lieutenant Hadar Goldin était porté disparu après une attaque qui avait été menée à Rafah par le Hamas, alors que la trêve humanitaire avait été officiellement acceptée. Alors l'armée israélienne avait déclaré vendredi que le soldat avait probablement été enlevé, comme vous le voyez sur ce tweet.
On va le voir plus tard. Et aussitôt, sur Internet, le hashtag Bring Back Hadar Goldin s'est répandu comme une traînée de poudre. Il fait écho évidemment au hashtag Bring Back Our Boys qui lui-même fait écho à Bring Back Our Girls. Et il témoigne surtout de l'émotion en Israël car cette annonce a rappelé finalement le douloureux traumatisme de l'enlèvement de Gilad Shalit en 2006 par les brigades Al-Qassam. Gilad Shalit qui ne sera finalement libéré que 5 ans plus tard en 2011 contre d'importantes concessions israéliennes. Alors l'angoisse de l'enlèvement de Hadar Goldin n'a cependant pas duré car dès dimanche matin, une nouvelle annonce est faite par l'armée israélienne. Hadar Goldin aurait été déclaré mort au combat vendredi après une enquête. L'émotion est évidemment restée très forte puisqu'Hadar est le 64e soldat mort au combat depuis le début du conflit. Et des milliers de personnes, vous le disiez, se sont rendues aux funérailles hier soir. Des funérailles sans corps donc. Et puis dans la guerre des images, Laura, il y a celles qui ont manqué depuis le début de l'opération, celles qu'on ne voit pas. Voilà, et c'est quelque chose finalement d'assez flagrant. C'est d'ailleurs un titre d'un article du site Times of Israel, les images manquantes de la guerre contre le Hamas. Et pourtant, on ne peut pas dire que les images aient manqué depuis 26 jours. On a vu les destructions à Gaza, les civils touchés. En Israël, on a vu les images de roquettes interceptées, les Israéliens courir aux abris. Mais une partie entière du conflit n'a pas été mise en image. Elle manque cruellement. Cette partie, c'est celle du Hamas. Et effectivement, lorsque l'on fait la revue de toutes les images qui circulent, on s'aperçoit vite qu'aucune photo de combattants islamistes n'a filtré à la censure militaire. Alors regardez par exemple quelques-unes des 99 photos de la galerie mise en ligne par le journal LA Times. On y voit beaucoup de photos de destruction, de civils à Gaza, quelques-unes de soldats israéliens. Et ce qui est flagrant, encore une fois, c'est qu'aucune de ces 99 photos ne montre les combattants qui ont lancé près de 3000 roquettes sur le territoire israélien. Ils existent bien. Aucune. Alors les seules photos actuelles qui relatent cette partie intégrante du conflit dont on dispose finalement, elles sont mises en ligne par l'armée israélienne. Et on sait maintenant que cette absence est liée aux intimidations qui sont faites aux journalistes, notamment via Twitter. On en a beaucoup parlé. Mais ce qui finalement demeure extrêmement étonnant, c'est que les agences de presse ne dénoncent pas cette entrave flagrante à la liberté de la presse. Et c'est là que le bas blesse, car il en va finalement de leur responsabilité professionnelle que de dénoncer cette couverture partielle du conflit. Et puis, plus grave encore, évidemment, l'effet de cette censure sur l'inconscient collectif. Évidemment, l'absence d'images de combattants du Hamas renforce l'idée qu'Israël bombarde seulement des civils sans défense. Et c'est un point crucial dans le conflit, puisque justement, l'opinion publique détermine aussi en partie son issue. Boaz, les journalistes à Gaza jouent le jeu du Hamas ? D'abord, très juste la remarque de la demoiselle, parce que c'est vrai que quand vous voyez un petit peu justement les photos, c'est vrai qu'on peut après avoir l'impression, si on est Richard qui habite à Londres ou Jean à Beauvais, on regarde les images, on se dit c'est Israël contre les Palestiniens, pas Israël contre Hamas, parce que c'est ça le résultat. On ne voit pas jamais les combattants, les terroristes du Hamas. Et là, si on veut se souvenir, moi qui suis cette guerre tous les jours, et moi qui à la rédaction de mon journal, je vois toutes les photos, y compris celles qu'on ne peut pas publier, du Hamas, ce que je retiens, c'est justement tous ces prisonniers, cette fameuse photo des prisonniers accroupis. Et la deuxième, bien sûr, c'est lorsqu'ils sortent de leur tunnel pour faire l'attaque, un film qu'on a préféré bien sûr ne pas montrer parce que ça joue le jeu du Hamas. Mais il est vrai que comme il y avait ces prisonniers, comme il y a certaines images, il serait bien aussi, pas seulement justement dans le monde, mais aussi en Israël, de montrer un petit peu et de rappeler. Mais aussi, il faut aussi se souvenir très bien que ces gens-là se cachent très bien et c'est un petit peu la désolation de ce côté, c'est que vous n'avez pas une guerre symétrique et c'est fait partie de ce drame, de ce conflit. Et puis il y a une méthode de propagande peut-être que le Hamas utilise extrêmement bien. Là, vous parlez des journalistes. Vous parlez des journalistes. Alors, beaucoup de fois, je me souviens des autres opérations, on parlait, oui, Israël n'a pas laissé ici rentrer des journalistes. Alors là, bien sûr, vous avez des journalistes à Gaza, et il y a des couvertures sans cesse, bien sûr, et le porte-parole qui explique et qui donne des commentaires à tout ce que vous voulez. Mais de l'autre côté, on a eu déjà ce journaliste italien assez récemment qui vient de sortir et qui expliquait où il y avait un autre journaliste palestinien qui réside, où sa femme et son fils résident en France, et qui raconte un petit peu comment dans un hôpital Shifa par exemple, dont on parle toujours, le bâtiment qui est justement pour les soins extérieurs aux soins journaliers, comme vous dites en français, et bien aujourd'hui, c'est le renseignement du Hamas. Là-bas, les journalistes doivent venir et ceux qui écrivent quelque chose de pas gentil sur eux, ils se font taper dessus ou carrément on prend leur papier. Alors ce journaliste italien était assez courageux. Une journaliste finlandaise, il y a 2 jours aussi, a avoué, et après elle a demandé aux Israéliens, s'il vous plaît, n'utilisez pas ça contre moi parce qu'après je ne pourrai pas travailler. Donc là, on voit un petit peu ce que c'est les journalistes la couverture à Gaza. On termine, Laura, par cet élan de solidarité en Israël
d'Israël, jamais vu depuis de nombreuses années, mais qui paradoxalement a installé une sorte de peur dans les rangs de la gauche israélienne. Oui, alors vous le disiez, donc il y a actuellement un consensus en Israël, on le dit depuis le début, entre gauche et droite concernant l'opération Bordure protectrice. Pour autant, eh bien, on dénonce des agressions organisées par l'extrême droite contre des Israéliens de gauche qui sont considérés comme des traîtres. Alors ça se manifeste lors des manifestations contre l'opération, mais pas seulement, ça se manifeste aussi sur Internet. Et pour s'en tenir qu'à Internet, on estimerait à entre 50 000 et 60 000 internautes engagés dans cette campagne violente et surtout anti-démocratique. Alors notamment Yoav Eliassi, qui est un rappeur israélien d'une trentaine d'années, qui poste régulièrement des messages sur son mur Facebook. Alors regardez celui-ci, je ne vais pas lire en entier, mais dans ce statut, eh bien, il parle des héros qui manifestent contre la gauche traître. Le choix des mots n'est pas anodin et c'est pas un fait isolé. La délégitimation de la gauche en Israël s'est aggravée au fil du temps. On l'accuse de porter atteinte aux intérêts de l'État. Et puis finalement, on en arrive à restreindre la liberté d'expression dans la seule démocratie de la région. Et puis, alors conscient de ce problème, Roni Edri a créé une page dans la lignée de celle qu'il a créée avec notamment Israël Love Iran, page très connue. Son dernier projet date de 3 jours à peine. Il s'appelle Israël Love Israël. Il a été aidé par ses étudiants en graphisme design. Et sur cette page, eh bien, il invite tous les Israéliens, quel que soit leur bord politique, à respecter l'autre. Vous allez voir donc sur ces images, il est donc écrit « Israélienne qui aime toute Israël ». Le but de Roni est très clair. Il s'agit de préparer l'après-guerre et d'éviter eh bien, que la fracture qui ne s'aggrave au sein du pays, la fracture qui existe actuellement entre la gauche et la droite. Voilà, c'est un débat évidemment qui va continuer de faire rage même après la guerre. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce matin. Je vous rappelle une des principales informations à retenir au stade actuel. Dans moins de 10 minutes, eh bien, Israël a décrété l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu, d'une trêve humanitaire unilatérale. Le but, vous le savez, c'est de faire entrer des vivres, des médicaments à Gaza, mais également de faire évacuer des blessés. Le Hamas n'a pas répondu, n'a pas accepté. Israël s'octroie donc le droit de riposter si cette trêve sera rompue. Ça a été le cas déjà 6 fois depuis le début de cette opération. En parallèle, je vous rappelle que la délégation palestinienne continue ses pourparlers en ce moment même au Caire avec les Égyptiens. On vous tient évidemment informé de tous les développements. Restez donc sur i24 News. Tout de suite, un nouveau journal. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite de passer une belle journée. Portez-vous bien.